Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je m'excuse envers la population, tous ceux qui nous regardent ce soir, et avec votre permission, bien sûr, je me permettrai vraiment d'aborder un sujet que j'estime difficile par rapport à la précarité de ce pays, qui est l'emploi dissimulé, l'emploi précaire, etc. Donc, autant nous essaierons de faire vite parce que j'ai beaucoup de questions, j'ai peut-être 50 questions, j'espère que j'arriverai à vous les poser, mais dans ce pays, mathématiquement, malheureusement, un tiers, c'est-à-dire une personne sur trois, a toutes ses chances d'être au chômage. Que ce soit par rapport à un âge, quand elle arrivera, elle n'aura plus d'emploi, mais il y a une crise de l'emploi, certes peut-être qui est liée à cette île, autant au niveau national c'est 9-10%, en Guadeloupe c'est 30%, donc je m'obligerai à vous bousculer si vous me le permettez aujourd'hui. Quelques définitions déjà sur cette notion de emploi dissimulé, définition juridique. Bien, le travail dissimulé, c'est le fait d'avoir une activité commerciale ou d'employer des personnes sans les déclarer à ceux qui doivent recevoir la déclaration, c'est-à-dire la Chambre de commerce, c'est-à-dire l'URSSAF, c'est-à-dire l'administration des impôts. Merci. Quelques chiffres. Avez-vous déjà quelques chiffres, justement, comment je vous dis 30% de ce pays? Non, mais je veux bien donner des chiffres, mais je veux surtout donner l'importance que ça a. D'accord, allez-y. L'importance que ça a, c'est que les gens qui sont embauchés dans ce cadre-là ne sont pas couverts s'ils ont un accident du travail, n'auront pas de retraite et ne cotisent pas pour leur retraite pendant toute la durée de ce travail, qui est pourtant un vrai travail, et sont payés bien souvent en dessous des tarifs qu'il faudrait. Et ça, c'est quand même trois scandales, trois exploitations du travail des personnes qui ne peuvent pas être ni admis ni supportés en France aujourd'hui. Quelque chose qui a l'air ordinaire, mais quels sont les points d'information? Je pourrais dire les bibliothèques. En théorie, les NPE, normalement, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel NPE sans y être inscrit, est censé être au courant du RMI, le montant du RMI de vos droits. Quels sont à votre niveau les endroits que vous savez qui sont Oui, obligés moi de vous informer? je pense qu'il y a quand même pas mal de portes d'entrée pour avoir ce genre de renseignements. Vous évoquez les NPE, mais c'est aussi les services sociaux, hein, de manière générale. Ça peut être l'URSSAF, ça peut être aussi la CCI, parce que moi quand je pense travail illégal, je ne pense pas simplement employeur qui emploie un salarié de manière occulte, mais je pense aussi quelqu'un qui a une activité personnelle finalement, sans la déclarer. Il est artisan, mais il l'a déclaré nulle part. Et crac, il a un accident, par exemple un accident de la route, on a eu quelques morts ces derniers temps, et je vous assure que c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, pas simplement pour lui, c'est la catastrophe pour tous les siens. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir des conséquences terribles sur une famille. Tout de suite, les sanctions. Donc, en termes d'interdit, on parlait d'employés, des dépendants, d'employeurs. Les sanctions, déjà. Vous n'êtes pas déclaré, ou etc. Quelques sanctions classiques. Oui, alors on est dans des sanctions pénales, c'est-à-dire que ça va devant le tribunal correctionnel. Qu'est-ce qu'on entend par tribunal et correctionnel? Tribunal correctionnel, c'est donc celui qui juge les voleurs, qui juge les agresseurs et les violents, etc. Et donc, ce sont des infractions pénales qui sont sanctionnées par des peines d'emprisonnement, des peines d'amende, et aussi pour les employeurs, par exemple, des peines d'interdiction de pouvoir venir souscrire à des marchés publics, des peines d'interdiction de continuer à exercer leur profession, soit définitivement, soit pendant une certaine durée, soit sur un certain territoire, enfin voilà. En tout cas, monsieur le procureur, il y a déjà quelque chose que je ne comprends pas et j'ai vraiment de vous demander votre permission, et avant même de commencer cette émission, tout de suite, vous m'avez déjà dit des interdictions d'accéder à des marchés publics. Donc, je suppose que même les subventions de régions, d'État, etc., vous serez censés être retirés. Nous sommes d'accord? Non, les subventions, les collectivités publiques qui donnent des subventions sont libres de les donner. Bon, maintenant, mais si elles les donnent à des personnes malhonnêtes, et que ça se sache, j'imagine que c'est quand même un petit peu difficile à supporter. Moi, ce que je dis, je parle de marché public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner au nom de la collectivité des travaux à faire à quelqu'un qui les fait dans des conditions où il exploite d'autres personnes par leur travail. Je vais déjà être précis sur des images, que ce soit des chantiers, des ouvriers ou d'autres formes d'entreprises, qu'ils aient des marchés publics ou des subventions. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi dit quelque chose de précis sur quelqu'un que l'URSSAF, à chaque fois qu'ils font des contrôles, cette personne, on voit qu'à chaque fois, elle a des emplois dissimulés. Est-ce que c'est légalement, cette personne demain, au moment où elle fait cette démarche de marché public, effectivement, elle n'est pas en procédure, mais elle est fichée. Est-ce que cette personne a droit après à des marchés publics ou à des subventions? Qu'est-ce que la loi précise là-dessus pour les deux? L'interdiction de marché public, c'est une sanction qu'on peut prononcer, qu'un tribunal peut prononcer quand une personne... Dans toute l'histoire de l'entreprise, ça avait été sanctionné une fois. Désormais, tous les marchés publics vous sont interdits. Écoutez-moi bien, monsieur Mallet. C'est une sanction qui existe, qui est prévue par la loi. Pour qu'elle s'applique, elle doit être prononcée par le tribunal. Le tribunal n'est pas forcé de la prononcer. Ça veut dire que si c'est resté au prud'homme... Il peut le faire. Non, je ne parle pas du prud'homme, moi. Je parle du tribunal correctionnel. On est au pénal. Le prud'homme, c'est quand on a un conflit avec un patron parce que ça ne va pas bien.
individuellement. Mais le fait d'embaucher quelqu'un de manière totalement occulte, c'est un délit pénal et ça va dans le tribunal correctionnel. Alors, quand vous me dites, excusez-moi, je m'attarde alors que nous avons encore 40 questions qui suivent. Quand vous me dites un emploi occulte, mais allez, vous savez qu'est-ce qui traite des emplois occultes? En partie, mais ça peut être aussi, si vous voulez, des employeurs qui n'ont pas respecté toutes les règles. D'accord. Bon, Alors, ils ont déclaré la personne, mais pas bien, ou pas dans l'emploi qu'il fallait, ou ils n'ont pas appliqué la bonne convention collective, etc. Donc là, on est, on est quand même plus déjà dans le détail, puisque l'essentiel, c'est-à-dire la déclaration du salarié, l'existence de ce salarié, la couverture sociale de ce salarié est garantie, est assurée. Mais donc vous êtes en train de me dire que si un employeur aujourd'hui, en fait, pour un exemple, n'a pas déclaré certains de ses employés, quels que soient les objectifs, les motivations, et que l'affaire en fait n'est restée qu'au prud'homme, donc n'est jamais montée au niveau du tribunal, cette personne aura droit à des marchés publics. Ah mais les prud'hommes ne règlent que la question entre un salarié et un employeur. C'est tout. Donc il n'y a pas de sanction, marché public, il n'y a pas de prison qui peut être prononcée par le Conseil des prud'hommes, il n'y a pas d'amende qui peut être prononcée par le Conseil des prud'hommes. Ça, c'est le tribunal correctionnel. Et le tribunal correctionnel est saisi par le procureur. Bon, ou par celui qui est victime. En tout cas, vous confirmez ce que vous avez dit. C'est-à-dire, si l'affaire ne monte pas au tribunal, cette personne paraît pour quelqu'un d'honnête, entre guillemets. C'est-à-dire, elle a accès à ceux qui n'ont peut-être jamais fait ça de leur vie, il a accès à ces mêmes marchés. Oui, tout à fait, bien sûr. D'accord, nous poursuivons, mais nous reviendrons, c'est un élément important. Qui peut porter plainte, qui peut dénoncer effectivement face à des situations comme celle-ci? Porter plainte, ceux qui en sont victimes. Et en sont victimes, finalement, deux personnes. Celui qui est embauché ou qui travaille dans ces conditions dissimulées et la société tout entière. Parce que la société tout entière, quand même, si jamais il se passait un malheur pendant le travail de la personne, elle finirait quand même bien par devoir payer les soins qui sont dus à tout un chacun qui est blessé. Alors aujourd'hui, tout un chacun qui sait, qui a information et preuve, qu'il y a une entreprise qui optimise cette notion d'emploi dissimulé, emploi non déclaré, etc., que ce soit des autochtones ou des étrangers sans titre de séjour, cette personne a presque ce devoir civique de dénoncer et ce sera pris en compte. Il n'y a pas, pour ce cas particulier, il n'y a pas d'obligation de dénonciation. Une nouvelle fois, en France, on l'évoquait pour d'autres dossiers, pour d'autres affaires. On n'est pas obligé de dénoncer les faits qui sont commis au procureur ou à la police, sauf quand ce sont des faits graves de violence ou à caractère sexuel qui sont commis sur des enfants de moins de 15 ans, je vous le rappelle. Là, c'est une obligation. D'accord. Est-ce que vous nous garantissez que si cette personne, en anonyme, vous envoie des éléments, c'est considéré? Et à qui on doit envoyer ça? Tout à fait. C'est considéré, non seulement c'est considéré, si vous voulez, mais c'est pris au sérieux. Et il y a une enquête qui est faite pour vérifier, une enquête qui n'est pas une enquête qui va tout casser. On va, dans un premier temps, surtout quand c'est une dénonciation anonyme finalement, vérifier si oui ou non il y a d'autres signes qui peuvent laisser penser que quelque chose de pas correct se passe. Alors, à qui dénoncer? Gendarmerie, l'enquête démarre vraiment à ce moment-là. Alors, à qui déclarer? Les impôts, gendarmerie, prud'homme, direction du travail, à qui? Au procureur? Vous savez, moi je crois qu'il y a, pour une personne qui a connaissance de ça, et surtout qui en est victime directement, plusieurs portes possibles. Ça peut être, comme vous disiez, la police, la gendarmerie ou le procureur. Mais avant ça, il y a des gens qui peut-être sont plus proches des personnes. Moi je pense par exemple à ceux qui ont quand même la première vocation de défendre les salariés. C'est quand même les syndicats et leurs représentants. Voilà. Moi, franchement, ça me paraîtrait assez naturel que quelqu'un aille voir un syndicat. C'est-à-dire que quelqu'un, de manière anonyme, écrit un syndicat, le syndicat, normalement, a les pouvoirs pour eux. Même s'il n'est pas représenté. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question de devoir. Les moyens. C'est une question de devoir. La mission première d'un syndicat de salariés, c'est quand même de défendre les salariés, tous les salariés, pas simplement, je veux dire, ses adhérents. Bon. Il y a aussi l'inspection du travail, la médecine du travail qui est aussi dans les entreprises. Il y a aussi l'URSSAF avec ses services et son service d'inspection aussi. Il y a comme ça toute une série de personnes qui sont susceptibles de pouvoir comprendre ce qu'on leur dit quand c'est un message de cet ordre-là et pouvoir ensuite faire elles-mêmes parfois directement les premières vérifications ou en tout cas saisir les services qui, eux, ont le pouvoir de le faire dans des bonnes conditions, des conditions qui respectent l'entreprise aussi. Une nouvelle fois, il ne s'agit pas de tout casser non plus. D'accord. En tout cas, vous nous confirmez que quelqu'un peut envoyer un dossier anonyme, même à un syndicat, et ce syndicat a le pouvoir, même s'il n'est pas représenté au niveau de cette entreprise, à faire des démarches et être pris en compte, que ce soit validé. J'en reçois très souvent. Merci. Maintenant, quelqu'un qui veut faire cela,
À un moment donné, il doit donner des précisions. Il y a des risques. Est-ce qu'il y a une forme de protection? Justement, quand on parle de syndicat, il y a une rumeur collective qui dit qu'à partir du moment où vous êtes syndiqué, vous êtes bien établi au niveau de l'entreprise, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous n'êtes plus en période d'essai, etc., et que vous êtes reconnu délégué syndical, entre guillemets, vous êtes un intouchable. Alors, quand vous étiez quelqu'un de lambda dans une entreprise, mais vous voyez des choses de manière immorale, de manière illégale qui se passaient, vous avez recensé tous ces éléments, vous l'avez envoyé, que ce soit des syndicats, la direction du travail, médecine du travail, comme vous disiez, les impôts, etc. Mais par rapport à cette catégorie de précision que vous donnez, on sent par qui ça peut venir. Et que vous retrouvez dans les semaines désormais qui suivent, alors qu'on ne faisait aucun reproche, d'accord, mais aucun être humain n'est parfait. Donc si demain il faut rechercher des choses sur vous, on peut toujours. Et que du jour au lendemain, soit quelqu'un a lâché votre nom, ou alors vous avez laissé votre nom pour, si on a besoin de préciser les enquêtes. Voilà-t-il qu'on sait que c'est vous, on ne vous le dira pas franchement, vous n'étiez pas syndiqué ou délégué syndical, mais vous vous retrouvez à avoir des situations. Est-ce qu'il y a une forme de protection face à des personnes qui vous donnent autant d'éléments pour elles? Comme au même titre, je pourrais dire qu'un délégué syndical dans une entreprise. Bien, alors, je sais Oui prendre les ou non? choses un petit peu dans l'ordre. Oui. La réponse c'est oui. Il y a des formes de protection pour les gens qui participent à l'œuvre de justice, ça c'est certain. Vous évoquiez la question des délégués syndicaux, en tout cas disons de manière un peu générique, des représentants des salariés. Ils sont élus, ils sont désignés par leurs collègues pour pouvoir les représenter dans le dialogue, parfois un dialogue en confrontation avec l'employeur, avec le chef d'entreprise ou avec la société qui les emploie. Ces gens-là doivent avoir une protection particulière parce qu'ils doivent porter, souvent de manière forte, des demandes, des revendications au nom de tous. C'est reconnu aux yeux de la loi française. C'est la loi qui l'organise. La réglementation du travail prévoit une protection particulière pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne peuvent pas être licenciés quand la cause de ce licenciement n'est pas clairement établie comme étant reconnue par la loi. Alors ça, c'est un délégué syndical, maintenant une personne lambda. Pour quelqu'un qui viendra à dénoncer les choses sans avoir de mission de délégation syndicale, et qui vous donne des éléments de preuve en plus. À partir du moment où on est inquiété, écoutez-moi bien, où on est inquiété, où on est agressé, où on est menacé, je vais crescendo bien sûr. Dans le type de menace, parce que on a révélé des faits, on a témoigné dans, écoutez-moi, on a témoigné dans une affaire, ou parce qu'on est victime de quelque chose, soi-même, la loi prévoit une sanction spécifique pour ceux qui se permettent d'exercer ce genre de pression. Et ce sont là, à nouveau, des peines qui doivent être prononcées par le tribunal correctionnel, pardonnez-moi. Ce sont des peines de prison, ce sont des peines d'amende. Donc il faut que ça aille jusqu'au tribunal, en fin de compte. Bien sûr. Mais c'est pas, il faut que ça aille jusqu'au tribunal. Moi, je dis simplement... C'est le rôle du tribunal, en tout cas. Ceux qui penseraient ne pas avoir de risque, ne pas prendre de risque, à menacer, à faire pression sur quelqu'un qui se dit victime de faits du type de ceux que vous décriviez tout à l'heure. Eh bien, je veux prévenir ceux qui penseraient qu'ils peuvent le faire sans risque, qu'ils se trompent, qu'il y a dans la loi tous les moyens de les poursuivre, et que si on me dénonçait des faits de cette manière-là, une enquête serait faite. Et si cette enquête était efficace, ce n'est pas toujours le cas. On a souvent évoqué la question du pourquoi, parce que les preuves, c'est toujours difficile à rapporter, mais c'est possible. Je vous garantis que ça tombera, et que ça tombera correctement. Monsieur le procureur, maintenant les procédures, etc., au niveau du tribunal, maintenant j'en ai une expérience, je vous ai dit, je m'autorise un peu vous bousculer aujourd'hui, parce qu'il y a trop de personnes, quel que soit leur nombre, mais qui souffrent, qui nous regardent, et des fois qui n'y croient plus à toute cette théorie, qui, le temps des procédures, qui sont légitimes, mais qu'un employeur, quand il apprend, il ne prend pas 2 mois pour apprendre. Il apprend très rapidement parce qu'il y a un retour d'écho, par qui ça peut venir, qui a accès à ce genre d'éléments, qui a le courage, qui oserait que... C'est très rapide. Ouais. Donc lui, des fois, même en 2 semaines, alors que ça prend plus de 2 mois, en 2 semaines, vous êtes déjà dehors. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne? Alors que sa motivation, c'est de dire, il y a des gens, des choses inadmissibles, c'est la loi française, c'est comme avoir fait un crime, donc quelqu'un qui tue ne peut pas être dehors, donc voilà. Cette personne lui dit, on va effectivement le sanctionner, mais en attendant, vous, désormais, allez chercher notre boulot? Oui, bah, tout à fait. Soyons honnêtes aujourd'hui. Ah, mais je vous dis les choses, la justice est un combat. C'est le grand risque, mais voilà. Et c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance, tout le monde le sait, moi je le dis très clairement, c'est pas gagné d'avance, pas parce qu'on ne veut pas parce qu'il y a de la mauvaise volonté, mais parce qu'on n'accuse pas quelqu'un et on ne met pas quelqu'un devant un tribunal sans avoir les preuves suffisantes pour pouvoir le faire. Une fois, monsieur le procureur, vous me disiez que votre travail, c'est tout le temps d'être en guerre.
est-ce que ça veut dire que celui demain qui veut faire parler la justice doit aussi partir du principe que lui aussi va entrer en guerre avec les risques de rentrer en guerre? Oui, tout à fait. C'est ça que ça veut dire. Moi, Justice égale guerre. C'est une vraie... Oui, c'est un combat. Moi, je dis, vous dites guerre, bon... Ah oui, c'est on a vulgaire. évoqué ce mot il y a quelques semaines, quelques jours au niveau national. Moi, je dis c'est un combat. C'est un combat parce qu'on est toujours confronté à quelque chose qui résiste. Faut pas y aller sans qui croire. se défend, qui ne va pas rester comme ça, inerte. Faut pas y aller avec une gentillesse naïve. Et il faut savoir que ça va être dur et que c'est pas forcément gagné. Est-ce que vous dites que des fois, quand quelqu'un a un dossier comme celui-ci où il s'attend à certaines choses, comment faire valider sa situation avant et le risque de sa situation sous-entendu après toutes les menaces qu'on peut lui faire? Est-ce que des fois, il faut passer par un huissier, il faut passer par, on va y arriver tout à l'heure, par un avocat? Quand il sait qu'il a des éléments, il était tranquille et brutalement, on a tous les cauchemars du monde à lui signifier pour le mettre dehors. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui tout d'un coup est sanctionné dans son travail de manière plus fine qu'un licenciement brut. On le met à faire des choses dont on sait qu'il n'aime pas les faire. Il a une certaine position dans la société, un certain niveau dans la société, et on le met à faire un travail qui est très nettement sous-qualifié par rapport Alors, à sa le constat, qualification. c'est quoi? C'est Tout des ça, gendarmes, ce sont c'est des des notaires, c'est quoi? ce sont des actes qui, quand on a réussi à les établir, il y en a certains qui sont faciles à établir, hein, par exemple ceux que je viens d'évoquer, et qu'ils s'inscrivent dans un contexte où on voit qu'il y a un objectif de destruction finalement de ce salarié, à ce moment-là, l'infraction est constituée, on peut tout à fait poursuivre. Qui on peut faire constater facilement? Est-ce que un huissier, qui est-ce qu'on peut appeler pour constater? Oui, bien sûr, ça peut être un si ça peut être un huissier, ouvrier, par exemple. mais moi je pense, si vous voulez, que c'est des preuves qui, chacune d'entre elles ne sont peut-être pas suffisantes, mais c'est l'ensemble qui va compter. Mais donc c'est quoi? C'est un mot qui aurait été écrit en disant, voilà, un commentaire. C'est un témoignage d'un collègue, d'un supérieur hiérarchique, de quelqu'un d'autre, de sa famille. C'est le fait, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir été déplacé soudainement, sans aucune explication, du jour au lendemain, d'un poste de travail sur un autre qui n'a rien à voir avec sa qualification. C'est le fait que tout d'un coup, on vous annonce que le salaire et les primes qu'on avait jusqu'alors, ce sera terminé, ce sera plus ça, ce sera bien en dessous. Voilà. Et c'est le cumul de toutes ces choses-là qui montre qu'il y a finalement un harcèlement dont l'objectif est de mettre en difficulté une personne gênante pour ceux qui sont en train d'opérer. D'accord. Merci. De toute façon, nous allons y revenir tout à l'heure pour ces personnes, huissiers et autres. Comment vérifier que votre employeur vous déclare, monsieur? Quelle méthode simple que, normalement, la France a mis en place pour qu'on sache qu'on est déclaré? Oui, il faut aller à l'URSSAF. Je pense que c'est facile. À l'URSSAF. Quelle obligation? Quelle obligation? C'est-à-dire, on va aller au SAF et on dit, je veux savoir si mon patron me déclare, c'est ça? Écoutez, bon, je ne sais pas si à l'URSSAF ça se passe exactement comme ça, parce que je ne suis pas responsable de ce service-là. On m'a parlé pour la sécurité sociale. Non, je pense qu'il faut aller les voir, et regarder ce qui sort, mais il y a quand même un moyen très simple. À la fin du mois, on est censé recevoir un bulletin de salaire. On y arrive. Une fiche de paye. Bon. Eh ben, la fiche de paye, elle doit comporter un certain nombre d'indications très précises, avec des numéros d'enregistrement divers, notamment de déclaration, celle que je viens d'évoquer, le numéro de la sécurité sociale, enfin toute une série de Vous savez qu'il y a des patrons qui font des fausses. On vend aujourd'hui dans les librairies des carbones. C'est un faux, c'est du pénal, monsieur Malael. Du pénal, le faux, c'est 5 ans d'emprisonnement et c'est dans les 40 000 ou 50 000 euros d'amende. C'est du pénal. Quelqu'un qui commet un faux document, notamment un faux bulletin de salaire, une fausse facture... Mais il faut encore une fois aller au tribunal. Est-ce qu'on peut aller directement au tribunal sans passer par les prud'hommes déjà? Bien sûr. Personne n'est obligé de passer par les prud'hommes. On peut aller directement au tribunal. Bien sûr que oui. Pour passer au tribunal, c'est quoi? Il faut obligatoirement avoir un avocat. C'est comment on fait pour instruire une affaire au tribunal? Quand vous dites le tribunal, vous pensez au pénal. Vous pensez au pénal. C'est-à-dire, je suis victime d'une infraction qui a été commise par mon employeur. Il ne m'a pas déclaré. C'est un employeur qui me harcèle, qui m'empêche de faire la carrière auquel j'ai droit. C'est quelqu'un qui ne paye pas les salaires qu'il déclare me payer. C'est quelqu'un qui exécute les choses de manière irrégulière. C'est du pénal. Comment? Écoutez-moi, monsieur Malael, si on est dans le cadre d'une relation de travail qui a quand même des éléments de régularité. Il y a un contrat de travail, il y a quand même des fiches de paye, mais tout ça n'est pas régulier. Ou n'existe pas. C'est les prud'hommes à ce moment-là, parce qu'on est encore dans un cadre où on est dans une relation difficile, peut-être même bloquée avec l'employeur, mais c'est quand même une relation contractuelle entre quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre. Voilà.
Le pénal, c'est pas ça. Le pénal, c'est quelqu'un qui exploite le travail de quelqu'un d'autre. Ça va? Quelle différence? Je ne suis pas la différence. Ah bah si, je veux dire, sortir une fiche de paye sans verser la somme correspondante, c'est de l'exploitation. Donc ça, c'est prud'homme au tribunal. Sortir une fiche de paye dont le salaire de base ne correspond pas au montant qui est prévu par l'accord de branche, on est plutôt devant les prud'hommes. Ça va? D'accord. Voilà. Alors, quelle est l'hiérarchie, le cap à franchir? Quelqu'un qui n'a ni contrat, ni fiche de paye, ni déclaré, c'est toujours les prud'hommes ou ça peut déjà démarrer au tribunal? Non, là s'il n'y a rien de tout ça, on est évidemment au pénal. Hein. Donc, tribunal. Bien sûr. Je voulais que vous me donniez un mot. Donc, ça. aujourd'hui, quelqu'un qui n'a ni contrat, ni bulletin de salaire, et ni déclaration, qui sait qu'il n'est pas déclaré, avec ces trois minimums-là, il peut démarrer directement au tribunal. Ou même avec un seul de ces trois-là, c'est directement le Comment tribunal. se signifier auprès d'un tribunal? Comment ça se fait? Comment on dépose une plainte? On écrit au procureur? Voilà, ça peut être une lettre simple au procureur, effectivement, en disant voilà ma situation, je dépose plainte, parce que c'est ma situation, je dépose plainte. Contre. Ou ça peut être en allant à la gendarmerie, ou au commissariat de police, ou encore aller demander à rencontrer l'inspecteur du travail. Alors, de son secteur, qui est là pour ça aussi. Alors, par exemple, vous allez à la gendarmerie. Est-ce qu'un gendarme peut vous servir de témoin? C'est-à-dire que vous lui dites, voilà, c'est mon lieu de travail, et il va effectivement vous rentrer et vous sortez le jour, comme par hasard, on apprend que vous avez déposé une plainte et on ne vous laisse plus rentrer. Un gendarme, ce n'est pas un témoin. Un gendarme, c'est un enquêteur. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui vient constater et dire ce qu'il a vu. Il le fait, mais c'est un enquêteur. C'est quelqu'un qui est saisi d'une plainte ou d'un ordre du procureur et qui fait une enquête pour regarder s'il y a des faits constitutifs d'une infraction. Ça va? Donc il n'est pas là pour rendre service ou pour témoigner de quoi que ce soit. Il est là pour faire une enquête dans un sens comme dans l'autre. Voilà. À ce moment-là, donc, cette personne qui vient pour porter plainte, on l'a compris à partir de quelle base qu'elle peut porter plainte au niveau du tribunal. Est-ce que dans ce dossier, elle aurait pu avoir sollicité un huissier, quelqu'un d'officiel, assermenté, qui montre qu'effectivement, je voyais que cette personne, tous les jours à 8 h, tous les jours à midi, ressortait de son travail, il n'y avait aucun souci. Bien sûr. En tout cas, la constatation faite par un huissier, c'est une constatation qui a une vraie valeur juridique. Officielle. Oui, parce que l'huissier a prêté serment et cette prestation de serment fait que ces constatations ont une valeur très très forte en justice. D'accord. Alors, votre patron ne vous déclarait pas au niveau de l'URSSAF. Est-ce qu'il y a une marge légale? Par exemple, on lui dit que quand vous êtes nouveau dans l'entreprise, effectivement, il avait une petite marge, on lui dit de tolérance de 3 mois, mais au-delà de combien de mois, il ne peut plus dire que bon, il est prévu, mais comme il est nouveau, les nouvelles, etc. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que les régimes sont quand même très différents selon les métiers, selon les branches, etc. Mais il y a une chose qui est certaine. À partir du moment où quelqu'un est employé, même 1 heure, même un jour, allez, on va dire, il doit être déclaré. Donc déjà, il doit être déclaré. Deuxième chose, on peut employer quelqu'un en lui disant « Je vais vous recevoir dans mon entreprise pendant un certain temps et vous serez à l'essai ». La période d'essai, c'est possible. C'est prévu par les textes, c'est très précis. Selon les métiers, ça dure plus ou moins longtemps, mais en tout cas, c'est très précis. Et au-delà de cette période d'essai, la chose doit se réaliser de manière, cette fois-là, définitive. Que ce soit dans un contrat type CDI ou dans un contrat à durée déterminée, CDD. D'accord. Alors, encore très rapidement, nous sommes à peine dans les 10 premiers niveaux de questions. Vous avez peur, monsieur. Vous avez peur, vous faites bien votre travail, on ne vous reproche rien. Mais en même temps, votre seul souci, vous l'avez dit, les gens qui acceptent de ne pas être déclarés arrivent au niveau de leur vie. Autant ils auront un niveau de vie pendant 20 ans, 30 ans, qui penseront, voilà, ils sont à 2000, 3000 euros par mois et bien plus parfois, que comme ils n'étaient pas déclarés, ils arriveront à l'âge de retraite et là, ils percevront peut-être même pas l'équivalent du RMI, même pas 300 euros, 400 euros pour faire leur vie. Déjà, ils auront un changement de classe de vie. Et tout simplement, ils n'arriveront même peut-être pas à survivre désormais. Et peut-être leur famille, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui en France, quand ça fait maintenant des années ou des mois que vous travaillez pour quelqu'un, vous avez cette forte présomption, parce qu'on m'a aussi dit que vous pouvez aller à la sécurité sociale et demander un historique de carrière. Et à partir de ce moment, quand on le fournit, effectivement, il vous manque la dernière année que vous êtes chez quelqu'un, ça veut dire qu'il ne vous a pas déclaré, tout simplement. Dans cette historique de carrière, pour ceux qui nous entendent, je répète le mot. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas déclaré. Est-ce qu'il y a moyen, doucement, sans passer par le patron, de dire, bon, vous savez, justement, voici le papier de l'huissier qui est venu constater qu'effectivement, elle allait bien dans cette entreprise, fermée 8 heures, etc. Donc, voilà. Donc, maintenant, ça fait 8 mois que je suis là.
déclarer, moi, ils le font envoyer un petit papier au patron comme quoi vous m'avez déclaré sous appui d'un huissier, sous appui. Est-ce qu'un délégué syndical peut faire constater qu'effectivement vous étiez bien parti de l'entreprise? Si je comprends bien votre Ou question... vous déclarez Oui. malgré le patron? C'est ça. Comment obliger un patron à vous déclarer? Pas obliger un patron à vous déclarer, mais vous déclarer après qu'il apprenne que vous êtes déclaré parce qu'il y a les preuves que vous travaillez chez lui. Que ce soit par huissier, que ce soit par délégué Si vous syndical. travaillez chez lui, le patron, il sait quand même que vous travaillez chez lui. Hein. Mais s'il n'a pas envie de vous déclarer, il vous vire avant. C'est ça. Donc, et s'il va payer donc les la amendes, mais vous question, serez c'est dehors. quand même bien, comment est-ce que je peux obliger mon patron à me déclarer? C'est quand même bien Allez-y, ça. C'est quand même allez-y. bien ça la question, il me semble. Non? Bon. Si, le patron, il n'a pas le droit de vous embaucher sans vous déclarer. Oui, mais le Bien. risque, c'est qu'il vous mette dehors. Voilà. Alors donc il y a là quelque chose de délicat dans la relation et ça peut se négocier effectivement, pourquoi pas, à l'amiable, parce que je pense que c'est de l'intérêt de tout le monde quand il y a un employeur qui a un bon salarié et un salarié qui souhaite continuer à travailler dans l'entreprise, que de pouvoir retraduire ça, régulariser tout ça. C'est possible. Ça peut se faire totalement à l'amiable. Ça peut se faire aussi de manière plus en confrontation devant le Conseil des prud'hommes, donc devant la justice. Donc, il faut forcément arriver à un stade du mot justice. C'est sûr que, est-ce qu'il y a moyen, alors que le patron ne l'a pas fait? S'il ne peut pas le faire, on ne peut pas le contraindre sans une décision de la justice. Je ne vois pas comment on peut le contraindre. Donc, en fait, il faut passer. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas. Il va S'il voir ne côté veut toutes pas les le faire. formules. Il ne veut pas. Or, vous, en théorie, vous êtes. Parce qu'il y a des gens, monsieur, excusez-moi de vous le dire, qui nous regardent, qui savent. Alors, il y a ceux qui ont peur, là, qui nous regardent et qui sont victimes, mais qui ont quand même peur. Et qui se disent, et qui, excusez-moi, ce n'est pas des médiums et tout, mais qui savent qu'il suffit qu'ils aillent dire au patron, je sais que tu me déclares pas, mais le patron sait qu'il sait que tu me déclares pas. Mais ces gens qui savent qu'elles ont peur de se retrouver sans emploi de leur vie, il y a un tiers des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un travail, quel qu'il soit, même si c'est 10 centimes, qui n'ont mathématiquement, dans cette île, il y a un tiers des gens qui n'ont pas de travail, c'est un fait. Non pas qu'ils ne veulent pas, il n'y a pas de place pour donner du travail à tout le monde. Donc cette personne, hantée par cette notion-là, se dit que le gars ne le fait pas. Ça fait 5 ans qu'il est celui-là, il ne le fait pas. Donc, imaginez que ça. J'entends des bruits de couloir. Et si je vais le voir, il va trouver le moyen. Je suis dehors et j'ai été, excusez-moi le monsieur, un imbécile. Vous voyez? Donc des gens se disent, à ce moment-là, s'il y avait une formule, par huissier, n'importe quoi, que je paye 100 euros, 200 euros, mais pendant une semaine, il constate qu'effectivement, il fait bien là. Donc, par un papier d'huissier qui va non pas par le patron, comme des fois on dit, vous Oui, devez j'ai de l'argent, compris. donc on bloque votre compte. Oui, Et qui fait qu'on vous déclare, sans que lui à vous déclarer, vous êtes déclaré. Et à ce moment-là, s'il veut vous licencier, il y a une procédure maintenant, parce que toutes les autorités savent que vous veniez tous les jours, on lui fait savoir qu'un huissier a vu que... Il y a une procédure, mais si Voilà. vous voulez, c'est une procédure qui peut se traduire du côté du patron que par... Avant même d'aller en justice, il y a déjà le résultat, quoi. Il est pris. Oui. Maintenant, il n'a qu'à payer. On est dans la situation, je crois Excusez-moi. je crois qu'on ne se comprend pas bien. On est dans la situation où il y a quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre de manière totalement occulte, de manière totalement illicite, pas déclarée. D'accord. Bien. Ça veut dire que personne n'a de droit sur personne. Personne n'a de droit sur personne. Et quand vous me dites, à ce moment-là, celui qui voudrait essayer de se faire déclarer risque d'être viré, c'est pas vrai. Il risque pas d'être viré, puisqu'il n'est pas embauché officiellement. Il ne peut pas être viré. Aujourd'hui, quelqu'un sans contrat, Moi, c'est un je CDI. crois que c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Même si peut-être ça pourrait paraître un peu théorique à certains, ce que je veux dire. Moi, je dis simplement qu'à partir du moment où on a travaillé régulièrement pour quelqu'un, à un moment donné, si on le souhaite, on peut faire valoir ce travail et on peut essayer de le régulariser. Si le patron n'est pas d'accord pour cette régularisation, ça peut se faire en force. Mais c'est a priori quand même, forcément, dans une relation qui est conflictuelle, avec une rupture. Je vois mal comment ça pourrait être autrement. Voilà. Donc, peut-être quand même, c'est possible d'aller voir un employeur en lui disant « Maintenant, ça suffit. Il faut vraiment qu'on se retrouve dans une situation normale parce que ça ne peut pas durer. Pour moi, c'est irresponsable. Pour vous, c'est aussi irresponsable parce qu'on risque tous les deux beaucoup, finalement. Vous, les sanctions que j'évoquais tout à l'heure au début de notre entretien. Moi, de me retrouver avec un accident du travail ou de me retrouver, quand je serai vieux, sans aucun recours autre que le RMI, hein, parce que c'est quand même ça qui attend toutes ces personnes. Bien, on a un intérêt commun, à un moment donné, à réfléchir un petit peu mieux et à nous déclarer. Et moi, je vous dis, Monsieur Balaël, mais c'est pas à moi, normalement, de le dire, bon, qu'il y a plus d'intérêt pour un employeur à déclarer ses salariés qu'à ne pas les déclarer. Parce que Financièrement, il y a plus d'intérêt à les déclarer qu'à ne pas les déclarer. nous conclurons sur ce mot. Un employeur peut aussi perdre le droit de continuer son activité dans ce secteur
Mais dites-le peut-être avec les termes juridiques. Oui, le risque ultime à ce niveau. Il risque jusqu'à 5 ans d'interdiction d'exercice de son métier, jusqu'à 5 ans d'interdiction de direction ou de présidence de société commerciale, jusqu'à 5 ans d'interdiction totale de marché public, de pouvoir se présenter sa candidature dans des marchés publics. Encore une fois, les démarches que vous conseillez à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, dans un premier temps, et ultime, en conclusion? La démarche d'un salarié qui est dans cette situation et qui souhaite arrêter cette situation-là, c'est d'en parler à son employeur. S'il pense qu'il ne peut pas y arriver lui tout seul, il faut qu'il se fasse aider. Il faut qu'il se fasse aider par quelqu'un qui sache parler. Bien. Quelqu'un qui sait parler. On évoquait tout à l'heure des gens d'organisations syndicales. Ça peut être aussi, vous évoquiez tout à l'heure, des professionnels du droit. C'est possible. Mais il faut rentrer dans un dialogue avec son employeur en lui disant on a tout à gagner à régulariser notre situation. Et moi, je vous le dis, parce que l'employeur, s'il embauche... Lors de cet entretien, vous pouvez vous faire accompagner d'un délégué syndical qui n'est pas représenté dans l'entreprise? On peut se faire accompagner si... Il y a quelqu'un qui s'y connaît en droit? Vous comprenez, M. Maël, on est dans une situation où tout est illicite, tout est secret. Donc, tout est possible, finalement. Moi, je dis simplement, il faut avoir du bon sens. Et il y a tout intérêt pour un employeur de respecter ses salariés et pour ses salariés de respecter leur employeur. Il y a tout intérêt à ce qu'on réalise qu'il y a avantage, c'est gagnant-gagnant, à embaucher quelqu'un qu'on emploie au noir. Moi, je vous le dis. Il y a tellement maintenant de manières d'embaucher les personnes, tellement, disons-le, de subventions à recueillir quand on embauche quelqu'un, notamment quelqu'un qui se trouve par ailleurs à être au RMI ou en tout cas à la charge de la collectivité, que franchement, je ne comprends pas qu'en Guadeloupe aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que c'est intéressant d'embaucher quelqu'un au noir. Monsieur le procureur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le procureur, je vous dis à nouveau bonjour. Non. Oui. Bonjour, oui, bien sûr. Donc, nous poursuivons sur cette notion d'emploi dissimulé. Donc, autant vous nous disiez, c'est plus de son intérêt, mais je vous dis qu'il y a, quelle que soit leur rareté, des employeurs, des êtres humains, même pas des employeurs, des êtres humains vicieux. Notamment, nous parlons des fois de la loi Loukoum, c'est bien ça? Aux Antilles, qui vous permet effectivement, donc, pour les petites et moyennes entreprises, de ne pas avoir besoin de payer les charges sociales. Mais ça, c'est pour les entreprises de 10 ou moins employés. Eh bien, vous avez des employeurs qui exploitent ce principe de la loi Loukoum, en fait, et qui, en fait, déclarent les 10 premiers employés, mais qui, des fois, en ont 15, et volontairement, pour profiter de cette loi, ne veulent pas déclarer les 5, et justement, voyez, donc, exploitent la loi, mais en même temps, excusez-moi, mais badinent la loi. Dites à ces gens qui font ça que c'est inadmissible et qu'ils peuvent tout perdre, peut-être qu'ils risquent la prison. Quand, justement, vous bafouez une telle loi, normalement, on doit même à ce titre-là vous poursuivre au prud'homme, oui. Au tribunal. Au tribunal, tout à fait, parce que... Ça va directement au tribunal quand vous... Excusez-moi, mais j'ai envie de dire, vous couillonnez la loi. Oui, vous prenez l'argent de la loi et en même temps, vous êtes un menteur derrière. C'est ce qu'on appelle une violation de la loi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont toujours au-delà de la limite, qui profitent des avantages jusqu'à la limite des avantages donnés par la loi, et puis qui font un petit peu plus, de manière à pouvoir exactement faire ce qu'elles veulent quand elles le veulent. Moi, je dis simplement que quand on a 10 salariés déclarés et qu'on en embauche 5 de plus au noir, on est un travailleur, on est dans une situation de travail au noir, de travail illégal, de travail illicite, et c'est 5 ans d'emprisonnement, c'est au moins 50 000 € d'amende encourue, et c'est toutes les interdictions que j'évoquais tout à l'heure, l'interdiction d'exercer son métier, l'interdiction de pouvoir diriger une entreprise, l'interdiction d'accéder à des marchés publics, qui sont encourues selon la loi, et je vous assure qu'au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, c'est quelque chose qui est requis et qui est parfois obtenu quand l'entreprise en a fait, je dirais, une philosophie de management. D'accord. Monsieur le procureur, alors tout de suite, on a parlé de ça. Quelles sont les obligations des autorités quand on fait des démarches comme ça? Parce que des fois, vous pouvez vous retrouver dans des situations de misère. On va arriver tout à l'heure parce qu'il y a eu des cas, quand tout à l'heure vous allez me citer peut-être. On a déjà cité des catégories d'autorité, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la direction du travail, de la santé. On a parlé aussi des impôts, votre tribunal lui-même. Et il y a eu un cas de juge. Donc, quand dans des entreprises, à la base, parce que tout être humain a un prix.
je ne parlerai pas de vous, mais tout mais à un niveau de prix, même quand on parlait de douaniers, on disait qu'il fallait se payer des douaniers, un minima des douaniers, parce que quand on vient avec de la drogue, on leur dit on te donne 2000 euros juste pour fermer les yeux cette fois-ci, et cette personne gagne peut-être 1000 ou 1200 euros, c'est presque une incohérence par rapport au fonctionnement d'un État. Donc, quand vous avez des personnes, donc je pense cette base que nous sommes tous influençables, quelles que soient nos motivations, peut-être à la base, des personnes qui se retrouvent, et je vais le dire carrément, parce que nous avons un cas que nous allons tout de suite citer, des prud'hommes, un juge au prud'homme, qui use de sa position au prud'homme, du pouvoir d'influence par réputation, c'est-à-dire du nom qu'on sait. Autant nous avons parlé d'autres cas avec vous, de viol, de magistrats qui violaient, mais à un moment donné, ça s'est éclaté quoi, au grand jour, mais pendant des années, ça a duré, que dans les prud'hommes aussi, je ne vais pas dire dans les magistrats, mais citons ce cas-là, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, déjà ça a eu ce cas, rappelez-nous-le. Personne n'est à l'abri soi-même de commettre des délits et de se mettre dans des situations qui sont inacceptables, qui violent la loi. Personne. Surtout en l'exploitant, cette loi. Il y a des sanctions qui sont tout à fait précises. Vous parliez d'abord éventuellement de pouvoir rémunérer, payer des gens pour qu'ils prennent la bonne décision ou qu'ils oublient de regarder ceci ou cela dans tel ou tel dossier ou dans telle ou telle livraison. Bien, ça s'appelle de la corruption de fonctionnaire. Je vous indique que selon le fonctionnaire, c'est entre 10 ans d'emprisonnement et de la peine de réclusion criminelle. C'est la cour d'assises qui est encourue. Pour le fonctionnaire. Qui est encourue. Pour le fonctionnaire et pour celui qui le corrompt. Pour le corrupteur comme pour le corrompu. Revenons maintenant à ce cas de juge au prud'homme. Pour ce qui concerne des juges, des conseillers du prud'homme, en tout cas des magistrats, hein, de manière générique, qui auraient un intérêt personnel, direct ou indirect, ou intérêt de ses proches, par exemple, par rapport à une affaire que la juridiction aurait à connaître. Ils doivent, ce que l'on appelle chez nous, se déporter. C'est-à-dire qu'ils doivent dire « je ne peux pas avoir une vision objective, une vision indépendante, une vision correcte de cette affaire, et donc je renonce à la juger. Et je demande à ce que ce soit une autre juridiction, d'autres juges, un autre tribunal qui le juge. » Si le magistrat, professionnel ou non professionnel, qui se trouve dans cette situation ne le fait pas, il se retrouve coupable d'une infraction qui est gravissime, qui est vraiment très très importante, qui est poursuivie, elle aussi, jusque devant la cour d'assises. Vous évoquiez le fait que c'est arrivé, ça peut arriver, et à ce moment-là, moi j'ai eu connaissance, pas pour la Guadeloupe, parce que je suis de manière trop récente en Guadeloupe, mais dans des postes précédents, j'ai eu l'occasion, moi-même, d'avoir à poursuivre et d'avoir à connaître des affaires de magistrats, de collègues, qui n'ont pas été respectueux de la loi, qui ont cru qu'ils pouvaient tirer des profits de leur position, qui ont cru qu'ils pouvaient profiter personnellement de décisions qu'ils avaient à rendre dans telle ou telle affaire. Ils s'en sont mordus les doigts, ils ne sont plus magistrats. D'accord. Alors, monsieur le procureur, vous savez, nous sommes aussi une île, et cette notion de proximité, on dit ici que nous sommes tous des cousins, et notamment le tutoiement est aussi plus facile et courant, tout simplement. Presque un lapsus par culture. Donc, ce qui veut dire que, quelle que soit votre position, vous êtes amené à rencontrer des personnes. Et les informations nationales nous montrent souvent que des fois, des grands délinquants connaissent des ministres, connaissent des députés, etc. Donc, le hasard n'existant pas, mais le paradoxe aussi est vivant au quotidien. Donc, quel est le recours aujourd'hui, parce que je vous ai aussi cité dernièrement et on va le dire, quel est le recours d'une personne victime de situation de harcèlement, c'est-à-dire une personne lambda, censée être salariée, censée être déclarée, censée avoir un contrat, censée avoir des bulletins de salaire, et en fait, face à la complicité ou aux menaces, ou cette personne qui parle comme on dit ici, qui parle comme si elle connaît la Bible, c'est-à-dire utilise sa position de magistrat ou de juge ou d'inspecteur de l'URSSAF, etc., vous parle, vous fait croire qu'est la loi ou ce que n'est pas la loi ou ce que ne peut pas la loi, pour vous faire comprendre que ça ne sert à rien de porter plainte, vous n'avez aucune chance. Quand quelqu'un qui a cette position d'inspecteur des URSSAF, magistrat, juge au prud'homme, parce qu'il y a un cas encore que vous citer qui fera l'éclat de tous les médias s'il en était, de personnes qui usent de leur position pour vous laisser sous-entendre que vous n'avez aucune chance si demain vous devez porter plainte au prud'homme parce qu'en fait, ils ont soit une affiliation, soit des intérêts financiers ou commerciaux, ou même employés ou associés d'un patron qui use ça, et ce patron dont vous veniez pour porter plainte, mais qui vous fait comprendre que ça ne sert à rien d'aller porter plainte. Vous attendez quoi comme réponse de ma part? Moi, Quel est le recours? Je suis le procureur ici. Pour des personnes qui vivent ça. Écoutez-moi, je suis le procureur ici. S'il y a des choses comme ça qui se passent,
qui viennent à être portés à ma connaissance, c'est mon travail. Ça, c'est ma mission à moi, monsieur Malael, à personne d'autre, que de rechercher ce qui s'est passé, d'effectuer l'enquête et de poursuivre les personnes qui ont commis ou qui se sont mis dans cette situation-là. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tout est comme ça, tombe de source, coule de source. Je ne dis pas que c'est gagné d'avance, c'est jamais gagné d'avance. On parlait tout à l'heure de combat, mais ce combat-là, ça c'est mon combat. Et ceux qui seront dans cette situation-là et qui feront appel à la justice que j'ai l'honneur de représenter ici, ne trouveront pas une porte close et auront un allié avec eux, je vous le dis. Je vous le donne encore différemment. Quel est le recours encore d'une personne censée être salariée, déclarée, etc., face à un inspecteur de l'URSSAF ou de la direction du travail, par exemple, auquel elle aurait donné des éléments qui, vous savez, tout le monde n'a pas forcément le réflexe de passer par vous, d'accord? Donc il se dit, mais attends, le premier à qui j'ai accès, c'est l'inspecteur de l'URSSAF, l'inspecteur de la direction du travail, et auquel il aurait réclamé l'anonymat en échange de preuves. Et que cette personne et l'employeur, au final, auraient fini par savoir et justement auraient profité pour se débarrasser de lui. Donc autant il aurait des pénalités, le patron. Mais quelqu'un, vous avez donné des preuves, vous avez demandé votre anonymat, qu'il ait le droit ou pas de vous garantir ou pas votre anonymat, demain vous vous retrouvez dehors. Quel est votre recours? Vous, demain, vous êtes dehors, alors vous avez demandé l'anonymat des inspecteurs de l'URSSAF ou des inspecteurs de la direction du travail, et eux ils peuvent même demain vous dire, ah oui, mais pour les bons de l'enquête, on est obligé de vous citer à l'employeur qui peut faire une confrontation, imaginaire ou pas. Quel est votre recours là? Vous êtes toujours demain dehors. Et le recours pour revenir comme c'était avant? Non, mais votre recours, quand vous voyez que vous avez fait confiance à des personnes qui sont censées représenter la loi, la France, et des personnes ont lâché votre nom alors que vous aviez demandé. C'est-à-dire que vous auriez pu vous taire si on était l'honnêteté de vous dire non, dans la procédure, je finirai par lâcher votre nom. Oui, bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même dans les affaires dans cette matière-là, si vous voulez, le fait que la loi ne prévoit pas de dénonciation anonyme, de témoignage sous X, etc. Ça n'existe pas pour ce type de matière-là. Ça existe pour les infractions plus graves de délinquance organisée. Moi, je dis simplement que quand il y a quelqu'un qui a à dire quelque chose sur ce qui se passe dans une entreprise, il peut quand même le faire. Il peut le faire de manière anonyme, mais son anonymat doit être respecté par celui qui l'accepte en disant je vous écoute, je suis d'accord pour vous entendre de manière anonyme et on en restera là. Maintenant, est-ce qu'il y a une sanction pour celui qui ensuite éventuellement trahit cet engagement? Peut-être, mais ça va être très très difficile à établir, très difficile à prouver. Donc, moi j'engage quand même les personnes qui souhaitent révéler ce genre de choses-là, qui, surtout si en plus ce sont des situations qui les concernent personnellement et directement, bien, à prendre des précautions, à aller s'adresser vraiment à ceux qui sont habilités à les recevoir. Et moi, si vous voulez, je n'en connais pas beaucoup. Il y a les personnes qui sont habilitées par la justice. En droit pour les situations de travail, on peut dire l'inspecteur du travail, il est tenu au secret professionnel. Au secret professionnel. L'inspecteur de l'URSSAF, il est tenu au secret professionnel. C'est-à-dire que ce qu'on lui dit dans le cadre d'une procédure ne peut être révélé à qui que ce soit. Oui, mais il y a plein de gens qui nous regardent. Les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire les gendarmes et les policiers, les magistrats dont je suis, sont aussi tenus au secret professionnel. Celui qui trahit ce secret-là est susceptible d'être poursuivi pour violation du secret professionnel. Voilà. Bon entendu, on salue. Quelles précautions, quelles sanctions contre des complices en interne qui vont même jusqu'à tenir des propos mensongers, contre diffamatoires sur un employé qui, en fait, lors d'une enquête de l'URSSAF, révélerait des informations. Donc, mais dans cette notion d'enquête, parce que ça arrive souvent que l'URSSAF soit à une dénonciation et retourne vers cette personne et lui dit, bon, servez-nous d'informations en interne, mais en faisant cette enquête, elle n'est pas une professionnelle de l'enquête, quoi tomber sur des personnes voulant bien donner des informations en interne ou en la laissant venir, se retrouve soit à perdre son emploi. Quelle sanction qu'il est possible, d'une, quand l'URSSAF fait son enquête, que des personnes délibérément mentent à l'URSSAF
par complicité avec la direction? Ça, c'est une question. Et quelles sanctions face à des employés qui sont complices avec l'employeur de cet état de fait? Prenons un exemple, ce principe de la loi Locum. Donc, une entreprise qui n'a pas besoin de payer les charges sociales, mais à condition qu'elle ait 10 et moins de 10 employés. Donc, du coup, il y a des personnes qui ont intérêt, des salariés. Parce que je vous dis, il y a des gens qui partent du principe méchant. J'ai un travail, mais je ne suis pas sûr d'en avoir un demain. Donc, ces personnes qui développent en eux un vice par crainte de perdre, vous voyez, et pas forcément par naissance ou de manière réfléchie au départ, et qui demain deviennent de vrais complices d'un patron qui lui à la base est vicieux et qui va dénoncer toute personne qu'ils ont l'impression qu'il peut donner des informations à l'URSSAF, et au contraire toutes ces personnes seraient contre qu'il y ait un 11e employé déclaré. Quelles sanctions qu'il y aurait envers des employés déclarés et qui feraient tout pour faire en sorte de sauter la tête à quelqu'un qui aide l'URSSAF et cette personne qui dit la vérité quand même? C'est le faux témoignage. Quand on témoigne de manière inexacte devant la justice ou devant... Quand l'URSSAF vient et vous dites des choses qui sont fausses, oui, pour des intérêts restés dans l'entreprise, c'est un faux témoignage. Quel est le prix? Eh bien, c'est 3 ans d'emprisonnement, c'est aussi du correctionnel, c'est le tribunal correctionnel. On retrouve la même situation que pour les gens qui eux-mêmes ont embauché illégalement les personnes. Elles se retrouvent ensemble. Ça peut même être, dans une certaine mesure, certaines conditions, une complicité même de l'embauche illégale de quelqu'un d'autre. D'accord. Maintenant, pour ces autres personnes dans cette notion de difficulté à prouver leur activité, parce qu'elles ont une activité mobile, elles ont une activité en clientèle, elles ont une activité à domicile, donc je parle de personnes qui n'étaient pas déclarées, en extérieur, isolées, par exemple, dans un jardin où il n'y a pas de témoins, vous voyez l'agriculture, donc vous n'êtes pas témoin, autant parler de témoins qui vont dire tout le contraire de vous, exprès pour ne pas perdre leur emploi. Donc là, vous vous retrouvez dans des situations où, par exemple, le patron va dire à la clientèle, vous êtes un commercial par exemple, et qu'ils avaient dit que vous étiez déclaré. Déjà, rappelons, tout employeur qui dit verbalement que vous êtes son salarié, aux yeux de la loi, vous êtes salarié. Et en CDI. En absence de contrat. J'hésite à répondre à votre question parce qu'elle n'est pas suffisamment précise. Moi, je dis simplement que quelqu'un qui est salarié de quelqu'un d'autre, qui travaille régulièrement pour quelqu'un d'autre, sans que les formalités aient été faites devant le Conseil des prud'hommes, dans certaines conditions, on peut reconstituer sa situation et dire qu'en réalité, depuis le début, il faut considérer qu'il était en CDI. Voilà. On s'est bien compris. C'est-à-dire, lors d'un entretien d'embauche, le patron vous dit, vous commencez demain. Vous dites, si on doit travailler ensemble, il doit y avoir un pacte de confiance. C'est ça. Je vous fais confiance, vous devez me faire confiance. Moi, je vous déclare, je fais tout ce qu'il faut. Que demain, ça veut dire que demain, vous venez travailler, aux yeux de la loi, vous êtes en CDI. C'est bien ça que j'ai compris. Oui. Si vous n'avez jamais donné de contrat par la suite... Si rien n'est précisé, le principe, c'est quand même de se mettre dans le cadre le plus général, qui est le contrat à durée indéterminée. Oui. Alors... Comment donc prouver que vous avez travaillé pour des personnes comme ça? C'est dans l'entretien d'embauche. Et on vous dit, il y a des gens qui ont peur de se retrouver sans emploi. Il y a peut-être même des personnes, et je le crois fortement, qui ne font pas d'enfants parce qu'ils n'ont pas de garantie de situation d'emploi. Vous voyez? Donc, que vous avez un travail, soit en jardin, donc vous n'avez pas de témoin, vous êtes isolé, que vous êtes en clientèle, vous êtes commercial, et que demain, il décide de se séparer de vous. Pour lui, comme il n'y a pas de contrat, vous n'existez pas. Que pour lui, c'est la parole, votre parole contre sa parole. Surtout quand c'est des personnes qui sont vues, très bien vues, on va dire, publiques, etc. Et qu'il passe le mot au client que vous ne travaillez pas chez lui. Effectivement, un client lambda va se dire, bon, ben, on m'a dit ça. Si vraiment il y a comme ça, du jour au lendemain, une rupture de cette relation avec ce patron, il n'y a plus aucune pitié à avoir pour lui. Il n'y a plus rien à perdre. De la part pour le salarié. Il n'y a plus rien à perdre. Donc il faut déposer plainte. Voilà. Il faut déposer plainte. C'est la gendarmerie, c'est la police, c'est le procureur, c'est l'inspection du travail, c'est qui on veut. Mais il faut déposer plainte pour ce travail illicite. Et ensuite, il faut demander évidemment les dommages et intérêts qui vont avec. C'est-à-dire le dommage qui a consisté à avoir travaillé dans des conditions totalement illicites, avec éventuellement en plus un salaire qui n'était pas tout à fait à la mesure de ce qu'il aurait dû être. C'est aussi les indemnités qui doivent être dues pour une rupture abusive, complètement illicite, elle aussi, de la relation de travail qui avait été présentée comme étant régulière jusqu'alors.
D'accord. Non, je suis bien d'accord. S'il dit aux clients ou ailleurs, vous ne travaillez plus chez lui, voilà, ou qu'il dit aux vigiles de plus laisser rentrer un tel, que votre badge, comme par hasard, ne marche plus, etc. Est-ce que aussi cet employeur peut dire, il n'a jamais dit ça aux vigiles? Ça vous est égal, ça. À partir du moment où vous savez, vous êtes venu devant le vigile à chaque fois que vous refusez de rentrer, ça, comme vous avez dit, plus de pitié. Excusez-moi, oui, mais c'est vraiment une question de preuve, tout ça. Si j'ai, par exemple, prenons la situation que vous évoquiez, M. Malel, j'ai quelqu'un qui est capable de me présenter une carte d'accès à une entreprise et qui dit du jour au lendemain, cette carte d'accès qu'on m'a quand même pas donnée par hasard ne marche plus, et je n'ai plus été en mesure de pouvoir prendre le poste de travail dont on m'avait dit que je l'avais pris dans le cadre d'un contrat de travail déclaré, là, il me semble quand même qu'on a des éléments de preuve suffisants pour pouvoir dire à l'employeur, monsieur, nous vous accusons d'avoir embauché illicitement cette personne et nous vous prévenons que vous allez devoir passer devant le tribunal correctionnel pour rendre des comptes. Ça me paraît évident, là. D'accord. Alors, déjà, pour éviter des erreurs naïves, je me permets de le dire, dans un cas comme celui-ci, vous avez une carte d'accès et qu'au standard, on vous réclame, on vous dit, vous ne faites plus partie de cette entreprise. En fait, c'est ce qu'on m'a dit, vous ne faites plus partie de cette entreprise, on vient pour prendre votre carte. Vous devez refuser de la donner. Parce que c'est l'un des éléments de preuve que vous pouvez. Que si vous l'avez eu, c'est que vous étiez salarié, que vous étiez un permanent, il ne faut pas la donner. Tout à fait, vous avez parfaitement compris. D'accord. Alors, toujours en termes de preuve, on va revenir sur ça, les fautes naïves que l'on commet quand on vous dit vous ne travaillez plus ici, donc qu'est-ce que vous faites, vous n'avez plus de... faisons-le tout de suite. Le panorama des erreurs naïves. Le patron vous dit vous ne travaillez plus ici, donc demain ne venez plus. Il faut surtout venir. Voilà. Excusez-moi, monsieur le procureur. Bien sûr qu'il faut venir. Il faut venir. Donc... Il faut venir. Même, il faut se présenter à l'heure dite habituelle du travail. Que l'on ne vous fasse pas rentrer dans l'entreprise, c'est pas un problème. Que l'on ne fasse pas travailler, c'est pas un problème. Mais il faut que ça se sache. Il faut que les gens voient que vous avez essayé de rentrer. Voilà. Il faut qu'il y ait des témoins qui voient que vous avez essayé d'entrer. Et le lendemain, et le surlendemain, et encore 3 jours après, et tous les jours. Pendant 1 mois, 2 mois, tout en continuant les procédures. Il ne faut pas se décourager. C'est une guerre. C'est un combat. Excusez-moi. Alors, parler de badge, de vigile, donc vous venez. Encore une autre astuce qu'ils emploient, mais récurrente, quand on vous dit et que vous avez le réflexe de ne plus faire. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'il faut continuer à faire? Moi, je crois qu'il faut continuer à se comporter et à se présenter exactement comme si vous n'avez rien dit. Comme s'il ne s'était rien passé, jusqu'au moment où l'annonce du licenciement a été faite dans les formes. Alors, déjà, on oublie la honte, il faut bien leur faire comprendre aux gens. Vous oubliez d'avoir honte devant vos collègues qui, eux, continuent à rentrer dans l'établissement. Il faut y aller. C'est des éléments de preuve. Alors, officiellement, licencié, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une lettre vrac écrite sur un papier? Vous êtes licencié, c'est mal propre sans logo. Il y a un logo, mais il n'y a pas le numéro de tirette. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut qu'il y ait le numéro de tirette? Est-ce que ça, même ça ne suffit pas, mais il faut qu'en même temps qu'on vous donne... Excusez-moi, le solde de tout compte, est-ce qu'il faut que tout ça n'est valable que si on vous donne aussi les papiers acédiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que par exemple si on ne vous donne toujours pas votre solde de tout compte, le jour où vous irez au tribunal, vous pouvez réclamer les salaires de tous les mois entre-temps? Quel est le papier qui fait que vous n'êtes plus, même s'il y aura procédure, mais qui donne un terme? C'est quoi? Le solde de tout compte, c'est le papier acédique, c'est quoi? Je vais essayer d'être clair, M. Malel. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. C'est pas mon métier, c'est celui des inspecteurs du travail. Mais pour l'instant, qui ont peur de parler à la télé. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas virer quelqu'un, entre guillemets, permettez-moi l'expression, comme ça, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. C'est impossible. Non mais ça, c'est quoi? Verbalement ou c'est papier? Forcément une convocation pour un entretien. Cette convocation doit se faire par une lettre dans laquelle il est indiqué, monsieur, vous avez été embauché, oui. Vous avez été embauché dans telle condition, etc. Nous envisageons votre licenciement et nous vous convoquons pour un entretien de licenciement. Il faut que le mot apparaisse. Telle heure, tel endroit. Excusez-moi, monsieur le procureur. Voilà. On a obligation de vous faire une lettre qui vous convoque. Et dans la lettre, on doit préciser qu'on vous convoque pour un licenciement. C'est ça. Pour un entretien de licenciement. Et c'est seulement après cet entretien, qui n'est pas un entretien juste pour la forme, c'est un entretien pour que le salarié et son employeur se parlent une dernière fois pour voir si vraiment c'est nécessaire qu'il y ait ce licenciement. Permettez-moi que je termine. Et c'est seulement après cet entretien
que l'employeur peut décider du licenciement. Sur des motifs, je veux dire, qui le regardent et qui sont ensuite tout à fait, qui doivent être explicités. Là encore, dans une lettre de licenciement, c'est ça la lettre de licenciement, vous êtes licencié pour telle raison, pour telle cause, ça peut être une cause économique, ça peut être une cause personnelle, il y a différents motifs de licenciement. Ces motifs doivent être indiqués dans la fameuse lettre, et si ces motifs ne conviennent pas au salarié, il a la possibilité de demander des comptes. Et il demande des comptes, là, c'est pas devant le tribunal, comme vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement devant le Conseil des prud'hommes. D'accord. Monsieur le procureur, on s'est bien compris, je m'oblige à jouer la carte de la naïveté. En aucun cas, vous êtes officiellement licencié par une lettre directe qui vous informe que vous êtes licencié. C'est-à-dire que la loi oblige à d'abord que vous receviez une lettre qui vous convoque à un entretien dont l'objet de discussion est le licenciement. On ne peut pas être licencié en recevant une lettre en disant « vous ne prenez plus votre poste demain matin ». Il faut qu'il y ait une étape intermédiaire. C'est ça, tout à fait. Sous lettre recommandée. Absolument, puis il y a des délais qui doivent être respectés. Je ne rentrerai pas dans les détails. Franchement, il y a des personnes qui sont là pour conseiller les salariés qui sont dans cette situation. Mais c'est un mot important. Je vous remercie, monsieur le procureur. Alors, licenciement au prétexte d'incompatibilité d'humeur, ça existe ça ou c'est une formule? Parce que ça, c'est des prétextes aussi de même. Oui, bon, c'est pas un motif valable de licenciement, la compatibilité d'humeur. Mais quand en fait, ça n'est que la manière de dire que quelqu'un ne peut plus permettre de faire le travail qu'on attend de lui, on peut imaginer qu'un licenciement puisse être réalisé. Bon, c'est au cas par cas que les choses doivent s'apprécier, c'est pas de manière générique. Mais si c'est un licenciement qui consisterait à dire pour l'employeur « Monsieur ou Madame, vous ne me plaisez plus, je ne vous veux plus », ça ne suffira pas. Parce que souvent, des fois, quand justement des personnes demandent à être déclarées, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas déclarées, eh bien, vous avez des employeurs qui disent du jour au lendemain, alors il y a d'autres choses. Ah oui, mais la personne qui n'est pas déclarée, elle est dans une situation illicite, donc les lettres de licenciement, tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça vaut rien. Ça vaut rien. Enfin, pourquoi licencier dans les règles quelqu'un qu'on a embauché en dehors de toutes les règles? Ça veut rien dire. Donc, quand on a embauché quelqu'un illicitement, évidemment, on va le virer illicitement. Permettez-moi encore l'expression. C'est pour ça vraiment que c'est pas une situation possible. C'est pas une situation acceptable. Bien. Donc, il y a évidemment pour la personne qui est dans ce malheur-là la possibilité d'avoir des recours, mais là encore c'est un combat, il faut aller devant la justice parce que certainement que l'employeur ne voudra pas se laisser faire comme ça et on obtiendra, si les preuves sont apportées, la justice qu'on aura demandée. La notion de blâme, est-ce que au prétexte de peu importe que vous ayez dit à votre patron qu'il ne vous déclarait pas et que de fil en aiguille vous dit ah ben puisque c'est ça, moi aussi il y avait des choses à vous reprocher, donc j'en viens au mot blâme. Est-ce que légalement quelqu'un peut aujourd'hui, parce qu'il veut se débarrasser de vous, et vous signifie aujourd'hui, puisque j'ai cru comprendre que la loi signifie qu'il faut au moins 3 blâmes en dehors d'une faute grave, mais là faut-il préciser en quoi c'est grave, donc vous signifiez en une fois, rappelle-toi, le 1er janvier, nous avons eu une discussion par tel comportement ou tel retard. Eh bien, tu dois aujourd'hui considérer ça comme si c'était un blâme. C'est-à-dire, en une fois, vous signifiez 3 blâmes cumulés pour vous dire, ben voilà, ça t'est 3 blâmes, donc officiellement au revoir. Ou est-ce qu'il faut que à chaque fois qu'il y a eu un blâme, qu'il est signifié pour qu'aujourd'hui, vous étiez averti comme si vous aviez brûlé 3 feux rouges et qu'à partir du 3e feu rouge, on vous retire votre permis de venir dans l'établissement. On est bien, monsieur Mallet, dans la situation d'une relation de travail déclarée. Voilà. Déclarée. On part sur cette base. Oui. Parce que si c'est illicite, une nouvelle fois, on est complètement en dehors de tout. Bien. Dans une situation déclarée, on ne peut licencier quelqu'un en dehors de raisons économiques, qui d'ailleurs sont vérifiées, que dans certaines circonstances, et notamment, par exemple, dans celle qui consisterait à dire que cette personne a commis une faute professionnelle, telle que c'est plus possible de continuer avec elle. Mais cette faute professionnelle, elle peut résulter soit d'une seule faute énorme, ou de plusieurs petites fautes qui sont tellement répétées, tellement fréquentes, tellement habituelles, que ça finit par être insupportable. Et qu'elles finissent par s'accumuler. Est-ce qu'un patron peut garder ce qu'on appelle des cartouches
vous laissez faire, des choses qui ne sont pas flagrantes, ou qu'il estime, qui laisse faire en se disant, bon ça, je le note sur un petit papier, mais vous ne le signifiez jamais, et le jour où il veut me débarrasser de vous, je vous dis, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Est-ce qu'il a l'obligation, le jour où il veut vous le signifier, qu'il fallait qu'il vous le signifier avant? Oui, il faut que vous saviez qu'il y avait des feux une rouges. formalisation, à un moment donné, auprès du salarié à qui on veut reprocher quelque chose, qu'on lui reproche quelque chose. Il faut que ce soit formalisé. Il faut que la chose soit faite de manière loyale, quoi, en quelque sorte. Voilà. Il faut qu'elle soit validée juridiquement. Dire, monsieur, madame, tel jour, telle heure, il s'est passé telle chose, ça constitue pour vous une faute pour laquelle je vous blâme. Alors, le blâme, c'est dire, simplement, c'est ça. C'est... je vous fais les gros yeux, quoi, en quelque sorte, à la suite de ce qui a pu se passer. Un blâme ne suffit pas pour licencier quelqu'un. En tout cas, une faute qui a fait l'objet d'un blâme ne suffit pas pour licencier quelqu'un. Il faut une répétition ou une faute très grave qui intervienne à un moment donné ou un événement particulier pour se retrouver. Quand on emploie des mineurs, je ne parlerai pas de moins de 15 ans, ça c'est clair, nous en parlons souvent, c'est même un crime. C'est 16 ans, hein. 16 ans. Un mineur, donc moins de 18 ans, c'est légal ou pas? Ben, bien sûr qu'on peut embaucher des mineurs. Du moment qu'ils sont déclarés. Bien sûr, du moment qu'ils sont déclarés. Alors, mineurs, donc plus de 16 ans. Vous savez qu'il y a plusieurs régimes, parce qu'on peut quand même travailler, entre guillemets, à moins de 16 ans, mais dans le cadre de contrats d'apprentissage qui sont tout à fait encadrés, c'est prévu par la loi. Donc, oui, on peut travailler en étant mineur. Mineur plus de 16 ans. Mineur plus de 16 ans, ou moins de 16 ans quand on est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Mais c'est dans un cadre précis, il y a un contrat précis, tout cela est totalement déclaré, et à ce moment-là, il n'y a aucune difficulté. Ce qui veut dire que ce mineur de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, même à cet âge-là, peut toucher aussi les assédiques, etc. Il a les assédiques, c'est autre chose. Mais il a en tout cas, oui, bien sûr, il a les mêmes droits qu'un majeur. Sauf que, bien sûr, il a une protection plus importante du fait de sa minorité. Et ses parents, par exemple, doivent bien sûr acquiescer à l'embauche. D'accord. Alors très rapidement, puisque nous arrivons sur le terme de cette émission, quelles sont les obligations d'un employeur concernant les congés annuels? Et nous essaierons de conclure sur tout cela. Par exemple, peut-il vous refuser votre congé annuel? Peut-il vous le refuser chaque année à la même période, quels que soient les prétextes, le refuser dans l'immédiat et sans pouvoir vous donner de date? Pour dire que nous, on a besoin de vous, mais n'est pas capable de vous donner une date. Est-ce qu'il a l'obligation de vous donner une date ou de vous garantir dans telle période vous pourrez en exploiter? Vous imposez une date, vous refusez que vous ne les preniez qu'en une seule fois, c'est-à-dire que si vous avez cumulé vos congés pour 3 semaines, vous dites que non, vous ne pouvez pas prendre vos congés en 3 semaines, vous pouvez les prendre qu'en une semaine, donc 3 fois une semaine sur l'année. Sinon, alors, qu'il ne veut pas vous les payer, c'est-à-dire que si vous ne les avez pas pris, qu'il dit, eh bien, tant pis pour vous, parce que moi je ne paye pas les heures sup, par exemple. Donc, est-ce qu'un patron peut refuser de payer les heures sup et vous obliger à prendre des jours de congé? Et est-ce que si vous n'avez pas pris vos jours de congé, il peut vous dire que là, il vous refuse de vous les payer ou partiellement, et à ce moment-là, transforme votre fiche de paye en disant que, par exemple, vous faisiez des heures de jour alors que vous avez fait des heures de nuit, que pour ne pas gonfler vos heures sup, mais qu'en fait c'était des primes exceptionnelles. Alors je reviens à ma première question, peut-il refuser votre congé annuel? Je vais vous faire la réponse suivante. Il y a vraiment des contrats de travail très différents. Mais pour quelqu'un qui est au SMIC. Écoutez-moi, pour quelqu'un qui travaille 3 mois ou pour quelqu'un qui a un CDI, le régime des congés, la manière de les prendre, par exemple, ça se comprend très bien, n'est forcément pas la même. Selon les métiers, qui ont par exemple des aspects saisonniers, la situation n'est pas la même. Il faut que les salariés comprennent qu'ils ont des droits, mais que ces droits, ce n'est pas n'importe lesquels et qu'il faut qu'ils les connaissent. C'est-à-dire que selon qu'on travaille dans telle ou telle branche d'activité, selon qu'on a tel ou tel statut, selon qu'on a tel ou tel contrat de travail, on se retrouve avec des droits qui s'expriment différemment. Le droit, tout le monde a droit au congé annuel, tout le monde a droit. Mais ces congés annuels peuvent être pris en fonction de règles qui sont très précises et qui doivent être connues au moment de la signature du contrat. C'est-à-dire que chaque salarié a des droits qui sont prévus à l'avance. Et c'est par rapport à ces droits prévus à l'avance qu'ensuite on peut discuter de la manière dont on prend les congés. Alors, pour répondre à votre question, si, par exemple, il y a un contrat de travail, il y a un CDI, il y a un CDD, il y a un CDI, il y a un CDD, 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 il y
le contrat de travail et la convention collective, par exemple, qui s'applique à tel métier, le permet, le patron peut dire à un salarié non. Vous ne pourrez jamais prendre vos congés au mois de janvier parce qu'au mois de janvier, on a chaque année, on le sait, de le dire au début. Bien sûr, il faut que ce soit dit avant, bah, évidemment. On a chaque année une commande ou une contrainte saisonnière particulière. Bon, ok. Il y a des métiers aussi qui comprennent des astreintes. Vous, monsieur Malael, qui connaissez bien le secteur médical, par exemple, vous en savez quelque chose. Et donc, on ne peut pas, dans l'intérêt même du service et de la sauvegarde des malades, pouvoir prendre ses congés quand on vous le dit avant. Mais exactement. Et il y a donc, pour chaque métier, des règles et des droits qui lui sont spécifiques. On doit s'informer. Si un salarié va demander des comptes à son patron en lui disant « c'est pas normal », que vous ne m'ayez pas donné mes congés quand je voulais, sans avoir préalablement regardé ce à quoi il avait droit, je le dis comme c'est, permettez-moi l'expression, c'est un rigolo, et il se fera prendre pour un rigolo, et il se retournera sans avoir rien obtenu, et je dirais, c'est normal. Donc il faut déjà savoir ce à quoi on a droit, et ensuite, fermement, mais aussi constructivement, parce qu'on est tous là pour faire fonctionner la même entreprise. L'entreprise, c'est quelque chose qui doit marcher, c'est notre survie, notre travail aussi. Bien. Ensuite, discuter avec le patron pour dire voyons ce qui est possible, voyons ce qui n'est pas possible, pour que vous puissiez faire tourner la société correctement et que je puisse moi aussi vivre avec ma famille les congés et les vacances que j'avais envisagées. Alors, monsieur le procureur, je tourne la question autrement. Vous n'étiez pas déclaré, pas de contrat, pas de fiche de paie, mais ça fait des années que vous êtes là. Est-ce qu'un patron peut vous dire, comme tu n'as pas de contrat, comme tu n'as pas de fiche de paie, et tu n'es pas déclaré, et tu le sais, ou même s'il ne vous dit pas que vous ne le savez pas, mais peut vous dire, eh bien, aux yeux de la loi, tu n'existes pas, donc je ne vois pas pourquoi je vous paierai vos jours de congé. Tu veux 3 semaines pour te reposer, il n'y a pas de problème, mais être payé pour les 3 semaines où tu n'es pas là, où je ne te vois pas bosser, tu n'auras pas d'argent. N'arrive pas à se comprendre, monsieur Malael. Vous me posez une question, c'est comme si on posait la question à un voleur. Monsieur le voleur, est-ce que vous seriez d'accord pour me reprêter ce que vous m'avez volé pendant quelques jours, parce que j'en ai un petit peu besoin, et après je vous le rendrai parce que vous me l'aviez volé? Donc soit on règle tout, on profite de ça pour tout régler, ou soit on a toujours fermé sa bouche, on ferme sa bouche. Merci de m'avoir laissé répondre. Est-ce qu'un employeur peut profiter de votre congé, de votre arrêt de maladie, pour vous licencier ou vous adresser cette fameuse lettre de convocation, et partir du principe que comme il sait que vous n'êtes pas là et que vous ne pouvez pas venir à la convocation, donc de fait, il vous licencie, tout simplement vous envoyez une lettre de licenciement, et qu'à votre retour de congé ou de maladie, on vous interdit l'accès à votre travail. Je sais que vous avez à peu près répondu, ça a l'air d'une question de bête maintenant, mais redites-nous tout ça. Les choses doivent se faire loyalement. À partir du moment où il y a un sentiment de non-loyauté, vous pouvez porter plainte. Si quelqu'un cherche à tromper quelqu'un, c'est une tromperie, c'est tout, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de gens inloyaux. Donc, mais je dis pas que ça ne se fait pas, ce que vous dites. Je dis qu'effectivement ça se fait, mais que c'est déloyal, que c'est une tromperie et que c'est sanctionné et interdit par la loi. Voilà. Donc, la personne employeur qui veut licencier quelqu'un doit le faire de manière correcte par rapport à la loi. La lettre doit être envoyée pour être reçue. La convocation doit se faire à un jour où la personne, on sait qu'elle est disponible, elle doit être sur son lieu de travail puisqu'elle travaille. Bien, donc quand on est dans son horaire de travail, dans son entreprise, on est à la disposition de son employeur, on est susceptible de pouvoir répondre à ses convocations. Bien, voilà. Donc quelqu'un qui est en congé annuel et qui reçoit une lettre de licenciement alors que tout le monde sait pertinemment qu'il ne peut pas la recevoir, on ne peut quand même pas lui faire reproche de ne pas avoir été présent à son entretien de licenciement. Monsieur le procureur, est-ce que les citoyens face à tout ça, ce sentiment de laxisme estimé, peuvent, on parlait régulièrement d'associations d'utilité publique, s'organiser en association d'utilité publique et faire des contrôles, un peu comme l'URSSAF pourrait faire. Est-ce que ça peut être validé ou est-ce que c'est carrément interdit qu'une association... Des contrôles, mais quel genre de contrôle? Bien, quand des personnes ont besoin justement de faire constater, mais n'ont pas les moyens financiers, par exemple de louer les services d'huissier, pour faire constater que tous les jours elles font bien dans cette entreprise, qu'une association de victimes s'investit et font effectivement des contrôles. Il faut être assermenté déjà. Enfin, des contrôles, peut-être pas, mais en tout cas se mettre ensemble pour essayer de s'organiser pour défendre une situation, oui bien sûr c'est possible.
il y a les associations, il y a les syndicats. Ils sont quand même là pour ça. Et ça aussi, c'est le regroupement de personnes qui ont un intérêt commun et qui essayent de faire valoir, de défendre cet intérêt commun. C'est le rôle des syndicats déjà. Bien sûr. Bon, on a déjà parlé, donc les huissiers, vous pouvez louer les services d'un huissier pour faire constater que vous travaillez bien sur un lieu, quand vous n'êtes pas déclaré, vous me disiez. Avocat, un député, un maire, c'est pas forcément nécessaire, j'ai mis ça en hypothèse. Loi relative aux personnes étrangères sans titre de séjour. Donc déjà, je suppose qu'il y a des sanctions, mais quand justement un patron... la sanction, M. Malael, c'est le retour au pays. D'accord. Maintenant, cette personne travaillait, on lui a laissé quoi qu'elle était déclarée et on profite qu'elle est... Elle peut pas être déclarée déjà, j'ai cru comprendre dans votre réponse. Et cette personne... Je m'excuse, je redis, même si vous allez me mettre à ma place. Bien sûr, et des employeurs que nous savons, dans la banane, etc., profitent du fait que vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de titre de séjour, et vous licencient à tour de bois de manière abusive. Quel est le recours de quelqu'un face à un licenciement comme ça? Déjà, vous n'aviez pas le droit de travailler. Même un étranger en situation régulière, il a les mêmes recours qu'un Français par rapport au travail illégal. Prud'homme et tout. Les prud'hommes et tout, évidemment. La seule chose, c'est que quand même... On va d'abord le mettre chez lui. Voilà, exactement. Et comment il va gérer l'affaire alors, au prud'homme? Non, mais il peut être représenté ici, hein. Il peut tout à fait être représenté. Je vous rappelle qu'en France, malgré les apparences, la justice est gratuite. C'est-à-dire qu'on peut accéder aux avocats, à la défense, même quand on n'a pas les moyens de payer les honoraires d'un avocat. D'accord. Donc en fait, quitte à avoir tout perdu au niveau de ce travail, et peut-être de ne pas avoir de chance d'avoir un autre travail, que ce n'est pas d'argent, vous allez repartir chez vous, avant de reprendre l'avion, je dirais peut-être pour aller en Haïti ou en Dominique ou ailleurs, eh bien, tant qu'à faire, allez porter plainte au prud'homme, même si vous n'avez pas de titre de séjour, et à ce moment-là, vous aurez droit aux avocats gratuits aussi, même si vous n'êtes pas là. Oui, en tout cas... c'est la loi française. Bien sûr. Quitte à avoir tout perdu, on peut faire ça quand même avant de prendre l'avion. Oui, c'est possible. Avant de prendre l'avion, ça me paraît un petit peu difficile, mais après être revenu au pays, bien sûr. Parce que si vous allez porter plainte au prud'homme, en même temps, on vous ramène dans votre pays. On ne vous donne pas le droit de rester une semaine. On ne va pas trop faire le parallèle entre les deux choses. Il y a une personne qui est en situation régulière en France, elle ne peut plus être régularisée, elle a exercé éventuellement tous les recours pour pouvoir avoir l'autorisation de rester en France, et ces recours n'ont pas fonctionné. Et elle doit retourner dans son pays, c'est tout. Ça, c'est la loi. Et puis, si cette personne, pendant ce temps-là, s'est retrouvée à être exploitée dans son travail et dans sa vie quotidienne, elle est victime. Et elle est une victime qui a autant de droits que n'importe quel homme sur cette planète, y compris en France, je dirais surtout en France, où on a quand même, j'espère, encore le respect des droits de l'homme, pas simplement des droits de l'homme français, des droits de l'homme. Merci, monsieur le procureur. Excusez-moi, j'essaie d'aller vite. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu non-stop comme ça. Enfin, sans véritable stop en tout cas. Des employeurs qui vous disent, je vous embauche si vous déclarez être sans emploi et sans diplôme. Par exemple, vous avez un diplôme trop élevé, donc par rapport à la qualification de votre emploi, justement, quand vous dites le minimum évalué en fonction de l'emploi, et là vous dites non, moi je vous embauche, mais comme je peux embaucher que des personnes au chômage, en situation, etc., me faites de papier qui est faux, etc. Comment ça qui est faux? C'est quoi le papier faux? C'est-à-dire, je peux vous embaucher, pour un exemple, je peux embaucher qu'un auxiliaire de vie. Or, vous avez le diplôme d'aide-soignant. Je donne un exemple comme ça. Donc un diplôme plus élevé. Et qui oblige à vous payer plus cher. Ça existe dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Donc là, vous allez gagner 200 € de plus. Donc il vous dit, vous déclarez n'avoir aucun diplôme, et à ce moment-là, moi j'ai un boulot pour vous. Sauf que pour m'attarder à ce niveau, parce que je m'y connais un petit peu aussi de ce métier, donc eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans certaines cliniques, ou pas les hôpitaux peut-être, mais cliniques et maisons de retraite, eh bien vous faites le même boulot, auxiliaire de vie et soignant, faites le même boulot. Je crois que c'est exactement ça le mot important, s'il vous plaît, M. Malael. C'est-à-dire embaucher quelqu'un pour un travail qui est en dessous de sa qualification, c'est toujours possible. À condition de ne pas lui faire faire le travail qui est du niveau de cette qualification, parce que là, ça devient une tromperie. D'accord? Donc, si par exemple, pour prendre un extrême encore plus important, pour que tout le monde comprenne bien, j'embauche comme aide-soignant un médecin, et je lui fais faire un travail de médecin, mais en le payant comme un aide-soignant. Ça va pas. Ça, c'est illégal. Ça va. Alors, quel est le risque pour cet employeur? Mais si j'embauche ce même médecin comme aide-soignant, mais je ne lui fais faire que des actes d'aide-soignant, pas plus. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire.
un patron qui vous oblige à faire ce papier, le principe du papier. Je vous embauche, ma condition que vous dites que vous n'avez pas tel diplôme, vous n'avez aucun diplôme. Or, sur votre CV, il a vu. Mais vous, parce que justement, vous êtes supérieur à la qualification. Peu importe, demain, il va vous faire plus, ou il sait qu'il peut attendre plus de vous. Mais vous choisissez vous, il vous dit qu'il veut vous, mais voilà. En sachant que désormais, vous allez gagner 200 €, 300 €, voire 500 € en moins. Que risque quelqu'un qui ose faire ça des êtres humains? Cette notion de faire un faux papier. Ah bah, si c'est un faux papier, c'est un faux papier. Il vous demande de faire... Voilà, bon, ben là, c'est un faux en écriture privée, c'est 3 ans d'emprisonnement, c'est une grosse amende, c'est toute une série de conséquences. Mais quand même, sur le fond de l'affaire, il est possible, je dirais hélas, moi, franchement, parce que c'est quand même du gâchis, d'embaucher quelqu'un sur un poste qui correspond à une qualification très inférieure au diplôme qu'il a. Tout le monde le sait, on en connaît plein, on en a tous autour de nous. Hein. J'ai pas d'exemple à vous citer, c'est dommage. Maintenant, par contre, j'aurais un exemple à vous citer sur le contraire que vous connaissez, mais nous allons pas rester sur ce thème-là. Quelqu'un qui vous embauche, mais pour un diplôme que vous n'avez pas, mais qui est supérieur. Qu'est-ce que cette personne encourt envers la loi? Ben, ça dépend du métier pour lequel il vous embauche. Parce qu'il y a des métiers qui sont protégés et qui sont organisés. Eh ben, je vais vous donner des exemples. Vous n'êtes pas huissier, cette personne vous embauche, vous n'avez aucun diplôme, mais vous dit qu'il va vous apprendre le métier d'huissier. Et que vous allez faire des constats à droite à gauche et vous emploie comme huissier. Il vous envoie c'est une profession protégée. Donc ce n'est pas possible. Voilà. Mais qui le fait. Ou alors qu'il vous emploie comme infirmier et que vous n'avez pas le diplôme d'infirmier. Et ça aussi, c'est pareil. Voilà. C'est une profession protégée. Donc, que dit la loi contre ces gens qui vous disent si vous crevez la dalle? Pour un exemple, cette personne peut aller dans la rue rechercher quelque chose. Il ne faut pas se tromper, M. Maléel. Celui qui va être sanctionné en premier, par exemple, celui qui fait un métier d'infirmier alors qu'il n'a pas le diplôme d'infirmier, c'est lui qui va être poursuivi pour exercice illégal de la profession d'infirmier. D'accord. Celui qui se prétend huissier alors qu'il ne l'est pas et qui fait des actes d'huissier alors qu'il n'en a ni le diplôme ni le titre, il va être poursuivi pour exercice illégal de la profession d'huissier. Lui. D'accord. Maintenant, face à des personnes qui, elles, emploient régulièrement des gens et qui cherchent des gens pour faire ça, qu'est-ce que cette personne encourt? Cet employeur... Ils encourent grosso modo les mêmes peines. Bon, vous n'avez pas dit les peines. C'est de l'ordre de 3 ans d'emprisonnement, grosse amende et puis aussi des sanctions professionnelles de divers ordres. Merci, monsieur le procureur. Face à des multirécidivistes, nous le disions encore, des personnes qui sont fichées, qui à chaque fois que l'URSSAF fait des enquêtes chez elles, ces personnes ont toujours des emplois illicites. On va encore prendre un exemple plus précis de personnes qui en plus bénéficient de loi Loukoum, donc qui à la fois ont 10 employés déclarés, mais 5, 6 ou même un seul à chaque fois, pas déclarés. À chaque fois que l'inspection fait des contrôles, on tombe sur eux. La loi ne prévoit rien, comment ces personnes puissent-elles bénéficier toujours de la loi Loukoum? Les bénéfices de cette loi... Or, si ça fait passer chez eux 5 fois on a trouvé des gens illégaux. Oui, si vraiment c'est ça la situation. Bon, je connais pas de situation comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je connais. Non, mais voilà. En théorie. Moi, je ne connais pas de situation comme ça. Je dis simplement que quelqu'un qui embauche illégalement des personnes dans ces conditions-là, c'est quelqu'un qui doit être sanctionné. Et si je le sais, une enquête sera faite et il sera sanctionné. Bon, ceci étant dit, s'il y a comme ça... de manière notoire, connue des services, des gens qui se comportent de cette manière-là, c'est qu'il y a un problème dans les services. Voilà. Et s'il y a un problème dans les services, certainement qu'il faudra un jour qu'une autorité, et pourquoi pas le procureur de la République, s'en occupe. Et là, pourquoi? Je vous le dis, des multirécidivistes. Je vous l'ai dit, c'est une accusation qui est quand même très grave, celle que vous évoquez là. Ce serait quasiment le fait de dire que des services de l'État, ou en tout cas chargés d'une mission de service public, connaîtraient des situations qui sont enquistées depuis des années. Vous essayez pas de me faire peur, monsieur. Non, mais je vous l'ai dit, c'est une accusation qui est grave, parce que les faits qui sont dénoncés sont graves. C'est pas que l'employeur qui devrait payer, c'est ça. Et c'est pas simplement grave pour l'employeur, mais c'est grave aussi pour les fonctionnaires et les services qui n'ont pas fait à l'évidence. Si la situation que vous évoquez est vraiment celle-là, qui n'ont pas fait à l'évidence ce travail qui est attendu d'eux. Que risque l'employeur? Vous m'avez pas dit. L'employeur, il embauche quelqu'un illicitement, donc c'est les peines que j'évoquais tout à l'heure. Pour des multirécidivistes dans ce cas? On est récidiviste qu'à partir du moment où on a déjà été condamné pour la même chose. Condamné pour la même chose, monsieur Maléel. Ça veut dire condamné, ça ne veut pas dire URSSAF. Condamné, c'est tribunal. Condamné, c'est tribunal. À ce moment-là, on encourt 2 fois la peine. Donc au lieu de 5, ça fait 10.
Ok. Bon, ça a l'air presque subtil et vicieux pour certains intelligents qui effectivement s'arrangent pour que les affaires n'aillent jamais au tribunal. Bref, que risque un employeur qui fermerait son entreprise sans payer les salaires de tout le monde? En termes de prison, comment ça se passe? Il y a de la prison ou pas? Quelqu'un qui ne payait pas tout le monde, en plus n'avait pas déclaré tout le monde et qui paye toute la recette. C'est différent. Voilà, vous voyez, je crois qu'il faut être précis. Entre quelqu'un qui déclare pas tout le monde et quelqu'un qui paye pas tout le monde qu'il a pourtant déclaré, c'est quand même très différent. Voilà, quelqu'un qui paye pas tout le monde, c'est évidemment une faute, c'est évidemment une situation qui est préoccupante. Et à ce moment-là, si c'est une société commerciale, et c'est la plupart du temps le cas, à ce moment-là, c'est le tribunal mixte de commerce qui doit intervenir en disant, monsieur, vous avez des dettes envers vos salariés, et les dettes de salaire, ce sont les dettes les plus prioritaires de toutes les dettes. Si vous n'arrivez pas à payer vos salariés, c'est qu'en fait, vous êtes en état de cessation de paiement, ça s'appelle. Vous devez passer devant le tribunal mixte de commerce pour éventuellement aller jusqu'à la déclaration de faillite. Et ces personnes... jusqu'à la liquidation de l'entreprise. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une fois que ces personnes sont condamnées, parce que moi, là encore, j'en connais, qui ont quitté le département, et un cas comme ça qui sont allés vivre en Afrique parce qu'ils avaient des affiliations, et que ces personnes retournent travailler quelques années après en Guadeloupe, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'associé ou entrepreneur. La loi n'a rien prévu alors. Et qui ont déjà été condamnés pour des faits de cette nature. Alors ces personnes sont parties. Donc est-ce que quand on n'est plus sur le pays, elles avaient déjà été condamnées? Non. Elles ont déjà été condamnées en France auparavant ou pas? C'est une question que moi, je pose. L'exemple précis que j'ai en tête, c'est des personnes qui sont parties, qui touchaient, pour un exemple, c'est une école qui touchait des subventions donc de la région. Et une fois que toutes les subventions sont arrivées, donc attendu le bon moment, est partie avec tout. Donc bien évidemment, n'a pas payé les personnes. Ça, c'est de l'escroquerie, hein, monsieur Mallet. Oui, on est même plus dans le droit du travail. Voilà. Hein. N'a pas payé les salaires, est parti dans un pays étranger, et quelques années, cette personne a eu l'audace de revenir en Guadeloupe. Oui, bon. Bah oui, si j'en connais la situation, je m'y intéresserai. Non, alors déjà, quelqu'un qui part, théoriquement, n'a pas pu être condamné, mais il y a eu des plaintes. Les employés qui sont dit qu'ils n'avaient pas eu de salaire. Vous évoquez une affaire, M. Malel, qui est très précise dans votre tête apparemment, qui est très précise dans votre tête, que je ne connais pas. Donc, je ne vais pas faire de commentaires. Moi, je dis simplement que quelqu'un qui est parti, on appelle ça à la cloche de bois. Voilà. Hein, à la cloche de bois. J'ai encaissé de l'argent, des subventions, des choses. J'ai fait travailler des gens, je ne les ai pas payés, et je suis parti. Quelle est la sanction, en théorie, déjà? C'est des peines d'emprisonnement. Enfin, emprisonnement, déjà. Bien sûr. Quand une personne... On est au-delà du droit du travail, c'est de l'escroquerie, je vous dis. Alors, quand cette personne, qu'elle a eu son emprisonnement ou pas, qu'elle a réussi à fuir et se faire oublier. Après, est-ce que cette personne a le droit à vie, ou 5 ans après, d'être gérant d'une entreprise, d'être associé? Quels sont les droits qu'elle n'a plus après avoir été condamnée? Après avoir été condamnée? Voilà, prenons cet exemple, elle a été condamnée. Ça dépend de la condamnation. Quelles peines ont été prononcées, M. Malel? Bon, si les peines sont effectivement des peines d'interdiction, etc., c'est clair, donc elles ne peuvent pas. Si la peine qui a été prononcée est tellement importante, parce que on rentre presque dans le détail technique, hein, pardonnez-moi, est tellement importante qu'elle emporte en quelque sorte forcément cette interdiction-là, elle ne peut pas. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, là, ma foi, rien ne l'empêche de revenir en Guadeloupe et de recommencer son activité. Hein. D'accord. Alors, à peine 1 minute, monsieur le procureur, que risque une personne qui officiellement est à la retraite, ou officiellement personne déclarée comme inapte au travail, donc touche des allocations spécifiques, invalide, donc touche des allocations spécifiques, mais bien évidemment, en échange de cette allocation de retraite ou pas, soit doit déclarer un minimum d'activité si elle en a une, ou ne doit pas travailler. Et cette personne au noir travaille. Oui. Qu'est-ce qu'elle risque aux yeux de la loi? Elle risque la même chose qu'un employeur qui emploie quelqu'un de manière illicite. C'est-à-dire plusieurs années d'emprisonnement, une grosse amende. Et elle va toujours continuer à toucher ces allocations? Les allocations ne seront pas dues. Il y aura un recours de la part des organismes payeurs qui vont lui demander de rembourser ce qui a été versé indûment, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'une retraite, on ne peut pas vous retirer une retraite, par exemple. Non, une retraite, c'est autre chose. Non, on parle bien des allocations, en particulier, par exemple, l'allocation chômage, voilà. Ou revenu minimum d'insertion. Est-ce qu'un employeur, encore une question bête, c'est l'avant-dernière, un employeur peut vous passer 2 nuits d'autorité? Vous étiez de jour et vous passe de nuit sans vous dire pourquoi vous passe de nuit. Et si vous n'êtes pas d'accord, il vous dit licenciement. Bon, je suis prudent en vous répondant. Si c'est prévu dans le contrat de travail, si le métier, etc., ou la branche d'activité le permet, pourquoi pas? Mais normalement, non.
Maintenant, non. autre hypothèse, vous n'avez pas de contrat et dit justement, tu n'as pas de contrat, donc tu es à ma disposition, je te passe de nuit. Monsieur Malael, quand il n'y a pas de contrat, il Ouais, n'y a pas de contrat. dites-le moi. Quand il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. Tout est permis et tout est interdit. Donc, d'accord, c'est à vous de partir ou c'est à vous à porter plainte. Exactement. D'accord. Après plusieurs années chez un employeur, il décide de réduire vos heures. Donc, ça fait des années que vous êtes aux mêmes heures, des années que vous êtes au même salaire, et il décide de réduire vos heures. Est-ce qu'il peut réduire aussi votre salaire? Non, ça, il y a des règles très précises pour. D'accord, on va se couvrir là-dessus. Eh bien, c'est tout. Monsieur le procureur, un dernier mot pour ces personnes qui sont des victimes, qui vous ont entendu et qui ont eu l'impression qu'elles sont toujours victimes. Qu'est-ce qu'on leur dit? Mais elles sont toujours victimes, monsieur Malael. Elles le sont. Portez plainte et ne vous découragez pas, quitte à tout perdre, portez plainte jusqu'au bout. C'est un choix qui est difficile. Moi, je crois qu'il faut faire confiance dans la justice, dans les institutions. Il ne faut pas aller se laisser à la désespérance. Mais ça reste un combat. Ça reste un combat qui n'est pas toujours gagné. Ça reste quelque chose qui est en tout cas difficile. Mais franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas admettre pour soi-même, pour son voisin et pour ses proches. En tout cas, un mot important, autant à la base, on peut porter plainte au prud'homme, mais si vous faites partie de ces personnes qui, à la fois, n'avaient pas de contrat, à la fois, n'avaient pas de fiche de paye, et à la fois, n'êtes pas déclaré à l'URSSAF. Même pas à la fois, même une seule de ces choses. Une de ces choses suffit pour que vous veniez porter plainte, non pas au prud'homme, mais directement au tribunal. C'est ça, tout à fait. Monsieur le procureur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Signes qui peuvent laisser penser que quelque chose de pas correct se passe. Alors, à qui dénoncer? Gendarmerie, l'enquête démarre vraiment à ce moment-là. Alors, à qui déclarer? Les impôts, gendarmerie, prud'homme, direction du travail, à qui? Au procureur? Vous savez, moi je crois qu'il y a, pour une personne qui a connaissance de ça, et surtout qui en est victime directement, plusieurs portes possibles. Ça peut être, comme vous disiez, la police, la gendarmerie ou le procureur. Mais avant ça, il y a des gens qui peut-être sont plus proches des personnes. Moi je pense par exemple à ceux qui ont quand même la première vocation de défendre les salariés. C'est quand même les syndicats et leurs représentants. Voilà. Moi, franchement, ça me paraîtrait assez naturel que quelqu'un aille voir un syndicat. C'est-à-dire que quelqu'un, de manière anonyme, écrit un syndicat, le syndicat, normalement, a les pouvoirs pour eux. Même s'il n'est pas représenté. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question de devoir. Les moyens. C'est une question de devoir. La mission première d'un syndicat de salariés, c'est quand même de défendre les salariés, tous les salariés, pas simplement, je veux dire, ses adhérents. Bon. Il y a aussi l'inspection du travail, la médecine du travail qui est aussi dans les entreprises. Il y a aussi l'URSSAF avec ses services et son service d'inspection aussi. Il y a comme ça toute une série de personnes qui sont susceptibles de pouvoir comprendre ce qu'on leur dit quand c'est un message de cet ordre-là et pouvoir ensuite faire elles-mêmes parfois directement les premières vérifications ou en tout cas saisir les services qui, eux, ont le pouvoir de le faire dans des bonnes conditions, des conditions qui respectent l'entreprise aussi. Une nouvelle fois, il ne s'agit pas de tout casser non plus. D'accord. En tout cas, vous nous confirmez que quelqu'un peut envoyer un dossier anonyme, même un syndicat, et ce syndicat a le pouvoir, même s'il n'est pas représenté au niveau de cette entreprise, à faire des démarches et être pris en compte, pour que ce soit validé. J'en reçois très souvent. Merci. Maintenant, quelqu'un qui veut faire cela, à un moment donné, doit donner des précisions. Il y a des risques. Est-ce qu'il y a une forme de protection? Justement, quand on parle de syndicat, il y a une rumeur collective qui dit qu'à partir du moment où vous êtes syndiqué, vous êtes bien établi au niveau de l'entreprise, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous n'êtes plus en période d'essai public ou des subventions. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi dit quelque chose de précis sur quelqu'un que l'URSSAF, à chaque fois qu'ils font des contrôles, cette personne, on voit qu'à chaque fois, elle a des emplois dissimulés. Est-ce que légalement, cette personne demain, au moment où elle fait cette démarche de marché public, effectivement, elle n'est pas en procédure, mais elle est fichée? Est-ce que cette personne a droit après à des marchés publics ou à des subventions? Qu'est-ce que la loi précise là-dessus pour les deux? L'interdiction de marché public, c'est une sanction qu'on peut prononcer, qu'un tribunal peut prononcer quand une personne... Dans toute l'histoire de l'entreprise, ça avait été sanctionné une fois. Désormais, tous les marchés publics vous sont interdits. Écoutez-moi bien, M. Mallet. C'est une sanction qui existe, qui est prévue par la loi. Pour qu'elle s'applique, elle doit être prononcée par le tribunal. Le tribunal n'est pas forcé de la prononcer. Ça veut dire que si c'est resté au prud'homme... Il peut le faire. Non, je ne parle pas du prud'homme, moi. Je parle du tribunal correctionnel. On est au pénal. Le prud'homme, c'est quand on a un conflit avec un patron parce que ça ne va pas bien, individuellement. Mais le fait d'embaucher quelqu'un de manière totalement occulte,
c'est un délit pénal et ça va dans le tribunal correctionnel. Alors quand vous me dites, excusez-moi, je m'attarde alors que nous avons encore 40 questions qui suivent, quand vous me dites un emploi occulte, mais allez, vous savez qu'est-ce qui traite des emplois occultes? En partie, mais ça peut être aussi, si vous voulez, des employeurs qui n'ont pas respecté toutes les règles. D'accord. Bon, Alors, ils ont déclaré la personne, mais pas bien, ou pas dans l'emploi qu'il fallait, ou ils n'ont pas appliqué la bonne convention collective, etc. Donc là, on est, on est quand même plus déjà dans le détail, puisque l'essentiel, c'est la déclaration du salarié, l'existence de ce salarié, la couverture sociale de ce salarié est garantie, est assurée. Mais donc vous êtes en train de me dire que si un employeur aujourd'hui, en fait, pour un exemple, n'a pas déclaré certains de ses employés, quels que soient les objectifs, les motivations, et que l'affaire en fait n'est restée qu'au prud'homme, donc n'est jamais montée au niveau du tribunal, cette personne aura droit à des marchés publics. Ah mais les prud'hommes ne règlent que la question entre un salarié et un employeur. C'est tout. Donc il n'y a pas de sanction marché public. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je m'excuse envers la population, tous ceux qui nous regardent ce soir, et avec votre permission, bien sûr, je me permettrai vraiment d'aborder un sujet que j'estime difficile par rapport à la précarité de ce pays, qui est l'emploi dissimulé, l'emploi précaire, etc. Donc, autant nous essaierons de faire vite parce que j'ai beaucoup de questions, j'ai peut-être 50 questions, j'espère que j'arriverai à vous les poser, mais dans ce pays, mathématiquement, malheureusement, un tiers, c'est-à-dire une personne sur trois, a toutes ses chances d'être au chômage. Que ce soit par rapport à un âge, quand elle arrivera, elle n'aura plus d'emploi, mais il y a une crise de l'emploi, certes peut-être qui est liée à cette île, autant au niveau national c'est 9-10%, en Guadeloupe c'est 30%, donc je m'obligerai à vous bousculer si vous me le permettez aujourd'hui. Quelques définitions déjà sur cette notion d'emploi dissimulé, définition juridique. Bien, le travail dissimulé, c'est le fait d'avoir une activité commerciale ou d'employer des personnes sans les déclarer à ceux qui doivent recevoir la déclaration, c'est-à-dire la Chambre de commerce, c'est-à-dire l'URSSAF, c'est-à-dire l'administration des impôts. Merci. Quelques chiffres. Avez-vous déjà quelques chiffres, justement, comment je vous dis 30% de ce pays? Non, mais je viens de donner des chiffres, mais je veux surtout donner l'importance que ça a. D'accord, allez-y. L'importance que ça a, c'est que les gens qui sont embauchés dans ce cadre-là ne sont pas couverts s'ils ont un accident du travail, n'auront pas de retraite et ne cotisent pas pour leur retraite pendant toute la durée de ce travail, qui est pourtant un vrai travail, et sont payés bien souvent en dessous des tarifs qu'il faudrait. Et ça, c'est quand même trois scandales, trois exploitations du travail des personnes qui ne peuvent pas être ni admis ni supportés en France aujourd'hui. Quelque chose qui a l'air ordinaire, mais quels sont les points d'information? Je pourrais dire les bibliothèques, en théorie. Les NPE, normalement, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel NPE sans y être inscrit, est censé être au courant du RMI, le montant du RMI de vos droits. Quels sont à votre niveau les endroits que vous savez qui sont obligés de vous informer? Je pense qu'il y a quand même pas mal de portes d'entrée pour avoir ce genre de renseignements. Vous évoquez les NPE, mais c'est aussi les services sociaux, hein, de manière générale. Ça peut être l'URSSAF, ça peut être aussi la CCI, parce que moi, quand je pense travail illégal, je ne pense pas simplement employeur qui emploie un salarié de manière occulte, mais je pense aussi quelqu'un qui a une activité personnelle finalement, sans la déclarer. Il est artisan, mais il l'a déclaré nulle part. Et crac, il a un accident, par exemple un accident de la route, on a eu quelques morts ces derniers temps, et je vous assure que c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, pas simplement pour lui, c'est la catastrophe pour tous les siens. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir des conséquences terribles sur une famille. Tout de suite les sanctions, donc employés, en termes d'interdit, on parlait d'employés, des dépendants, d'employeurs, les sanctions déjà. Vous n'êtes pas déclaré, ou etc. Quelques sanctions classiques. Oui, alors on est dans des sanctions pénales, c'est-à-dire que ça va devant le tribunal correctionnel. Qu'est-ce qu'on entend par tribunal et correctionnel? Tribunal correctionnel, c'est donc celui qui juge les voleurs, qui juge les agresseurs et les violents, etc. Et donc, ce sont des infractions pénales qui sont sanctionnées par des peines d'emprisonnement, des peines d'amende, et aussi pour les employeurs, par exemple, des peines d'interdiction de pouvoir venir souscrire à des marchés publics, des peines d'interdiction de continuer à exercer leur profession, soit définitivement, soit pendant une certaine durée, soit sur un certain territoire, enfin voilà. En tout cas, monsieur le procureur, il y a déjà quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai vraiment de vous demander votre permission, et avant même de commencer cette émission, tout de suite, vous m'avez déjà dit des interdictions d'accéder à des marchés publics. Donc, je suppose que même les subventions de régions, d'État, etc., vous serez censés être retirés. Nous sommes d'accord? Non, les subventions, les collectivités publiques qui donnent des subventions sont libres de les donner. Bon, maintenant, mais s'ils les donnent à des personnes malhonnêtes,
et que ça se sache, j'imagine que c'est quand même un petit peu difficile à supporter. Moi, ce que je dis, je parle de marché public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner au nom de la collectivité des travaux à faire à quelqu'un qui les fait dans des conditions où il exploite d'autres personnes par Alors, leur je vais travail. déjà être précis sur des images, que ce soit des chantiers, des ouvriers ou d'autres formes d'entreprise, qu'ils aient des marchés. Il n'y a pas de prison qui peut être prononcée par le Conseil des prud'hommes, il n'y a pas d'amende qui peut être prononcée par le Conseil des prud'hommes. Ça, c'est le tribunal correctionnel. Et le tribunal correctionnel est saisi par le procureur. Bon, Ou ben par non. celui qui est victime. En tout cas, de vous ce confirmez crime. ce que vous avez dit. C'est-à-dire, si l'affaire ne monte pas au tribunal, cette personne paraît pour quelqu'un d'honnête, entre guillemets. C'est-à-dire, elle a accès à ceux qui n'ont peut-être jamais fait ça de leur vie, il a accès à ces mêmes marchés. Oui, tout à fait, bien sûr. D'accord, nous poursuivons, mais nous reviendrons, c'est un élément important. Qui peut porter plainte, qui peut dénoncer effectivement face à des situations comme celle-ci? Porter plainte, ceux qui en sont victimes. Et en sont victimes, finalement, deux personnes. Celui qui est embauché ou qui travaille dans ces conditions dissimulées et la société tout entière. Parce que la société tout entière, quand même, si jamais il se passait un malheur pendant le travail de la personne, elle finirait quand même bien par devoir payer les soins qui sont dus à tout un chacun qui est blessé. Alors aujourd'hui, tout un chacun qui sait, qui a information et preuve, qu'il y a une entreprise qui optimise cette notion d'emploi dissimulé, emploi non déclaré, etc., que ce soit des autochtones ou des étrangers sans titre de séjour, cette personne a presque ce devoir civique de dénoncer et ce sera pris en compte. Il n'y a pas, pour ce cas particulier, il n'y a pas d'obligation de dénonciation. Une nouvelle fois, en France, on l'évoquait pour d'autres dossiers, pour d'autres affaires, on n'est pas obligé de dénoncer les faits qui sont commis au procureur ou à la police, sauf quand ce sont des faits graves de violence ou à caractère sexuel qui sont commis sur des enfants de moins de 15 ans, je vous le rappelle. Là, c'est une obligation. D'accord. Est-ce que vous nous garantissez que si cette personne, en anonyme, vous envoie des éléments, c'est considéré? Et à qui on doit envoyer ça? Tout à fait. C'est considéré, non seulement c'est considéré, si vous voulez, mais c'est pris au sérieux. Et il y a une enquête qui est faite pour vérifier, une enquête qui n'est pas une enquête qui va tout casser. On va, dans un premier temps, surtout quand c'est une dénonciation anonyme finalement, vérifier si oui ou non il y a d'autres